Je suis ravi de vous accueillir à notre conférence Bad Buzz sur Internet, les nouveaux défis de la COP de crise. Je souhaiterais tout d'abord remercier l'ESC Rennes, son président François Châtel et l'équipe communication qui nous a immédiatement soutenus pour organiser cette rencontre en ce lieu. En quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas le CBC 35, le Club Bretagne Communication, nous sommes l'association des professionnels des métiers de la communication qui rassemble en Ille-et-Vilaine une centaine d'adhérents et plus de 80 entreprises. Notre vocation est par de nombreux échanges d'améliorer nos savoirs et pratiques autour de nos métiers. Nous organisons régulièrement des visites d'entreprise, des conférences ou débats sur des thématiques actuelles de la communication. La convivialité fait aussi partie évidemment de nos gènes au sein du CBC. Mais ce soir, c'est une conférence que nous vous proposons. Le sujet, au cœur de nos métiers, de la com, a été choisi et préparé par une commission du CBC 35. Il a du succès, puisque nous avons dû changer de salle hier. La précédente était trop petite. Celle-ci est un petit peu grande peut-être, mais on sera à l'aise et confortable. Et donc, je suis évidemment heureux de voir autant de monde par rapport à ce sujet. Et évidemment, nous espérons que vous êtes des adhérents potentiels du CBC. Alors, pour votre information, la conférence de ce soir est enregistrée et vous la trouverez bientôt en ligne sur le site du CBC. Donc, je vous laisse taper sur Google, vous le trouverez très facilement. Les 4 membres de la commission sont bien sûr ici présents, donc je vais les appeler. Chantal Jolivet. Donc Chantal qui est l'une des mères fondatrices du CBC, présidente honoraire, conseil en communication et qui aide à la création de start-up. Nous avons aussi Anne Lavolée. Anne, bien connue, chargée de mission au CHU. Nous avons une 3e organisatrice, Anne-Sophie Pinon, qui est chargée de projet et relations presse chez Rivacom. Et Sophie de Valence, qui est l'instigatrice aussi de cette conférence, qui est conseiller en communication, formatrice et coach au sein de sa propre structure Bicom & Co. Je l'appelle maintenant sur scène, puisque c'est Sophie qui va vous accompagner sur cette soirée. Merci. Merci Diego. Effectivement, ça fait quelques mois déjà que nous travaillons sur ce sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier aussi les autres membres du CBC qui nous ont aidés. Jean-Yves Barbedor qui a créé notre identité visuelle. Benjamin de Release Press, vous avez pu voir peut-être depuis plusieurs jours et ce matin encore, donc quelques retombées presse. Et puis également Sarah, la permanente du CBC. Enfin, vous voyez qu'il y a des talents variés au sein de cette association. Et puis merci à vous donc d'être venus. Le sujet intéresse. Il intéresse parce qu'il est totalement actuel, mais aussi peut-être qu'il vous inquiète un petit peu. Pour certains, on peut voir effectivement dans le livre blanc de la communication 2.0 que effectivement les crises médiatiques sont plutôt en constante augmentation et que leur source est de plus en plus online. Donc on est en 2014 à 60% de crises qui naissent sur le net, alors qu'en 2013, il n'y en avait que 55%. Mais je vous rassure, 80% d'entre elles sont éphémères. Je vais donner la parole en fait à nos invités. Le premier vient régulièrement en Bretagne nous retrouver. C'est le conseiller de l'entité Burson Marsteller IE, qui est issu en fait de la fusion de 2 agences, Burson Marsteller et IE, dont il était le dirigeant jusqu'en 2013. Donc Jean-Pierre Baudouin, cette agence représente, si vous la connaissez, 115 collaborateurs et elle intervient sur tout ce qui est communication globale et relations publiques. Jean-Pierre est le spécialiste du risque d'opinion. C'est notre sage, nous sommes ravis de pouvoir l'accueillir parmi nous. Donc Jean-Pierre Baudouin.
Si vous voulez, Et puis notre deuxième invité, c'est Ronan, c'est un représentant de la génération Y, un performeur, c'est un digital native. Il habitait Rennes jusqu'à rejoindre une agence Extrême Sensio qui est 360 digital depuis peu en fait. Et il a à peine 30 ans et pourtant il a déjà trouvé le temps de co-rédiger un livre qui s'appelle donc La marque face au bad buzz. Donc Ronan, merci de nous rejoindre. Il a un background psychosociologue et il a donc une culture web, une appétence particulière pour ce sujet. Donc tous les deux, ça va être un duo de choc. Ils vont nous commenter en fait des exemples. Et ça a été le travail de la commission en fait que d'aller rechercher des cas qui allaient pouvoir illustrer notre sujet. Alors, ces cas sont des cas qui relèvent en fait de marques nationales et internationales. Nous aurions en fait aimé avoir des cas plus bretons, du type algue verte ou du type bonnet rouge ou cochon rose, mais on va dire qu'il était difficile aux personnes qu'on a contactées de venir sur scène, à croire qu'elles se méfient un peu du bad buzz. Nous avons rassemblé ces cas de marques internationales. Je vous propose en fait, dans un premier temps, chacun des membres de chacune des Bad Buzz Girls va exposer tour à tour en fait un cas. Nos deux invités vont les commenter. Et puis, vous aurez ensuite un temps de questions avant de pouvoir conclure à l'issue de cette conférence. Donc, je vous dis que effectivement, vous allez pouvoir trouver sur le site du CBC des photos, des éléments écrits, peut-être des éléments enregistrés. Donc, si vous voulez vous référer en fait au contenu de la conférence, et puis en profiter pour venir sur le site du CBC et pourquoi pas adhérer. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et donc ça va être le premier cas, va être celui de Cora qui va être présenté par Anne-Sophie Pinault. Bonsoir à tous. Donc, pour comprendre un peu les caractéristiques des réseaux sociaux, on s'est intéressé à l'entreprise Cora, qui en septembre 2011, une caissière d'un magasin à Mont-de-Lange fait l'objet d'une procédure de licenciement pour avoir récupéré un bon de réduction jeté par un client. Un mois plus tard, la presse traditionnelle, Républicain Lorrain, l'Express et France Inter communiquent sur le sujet. Tout de suite, soulèvement d'indignation sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, avec un blogueur, Maître Eolas, dont le tweet est relayé plus de 500 fois dans l'heure. Vague d'émotion, le jour même, la direction de Cora, sur sa page Facebook, se dissocie du directeur de magasin. 4 heures plus tard, la direction de Cora annonce sur la page Facebook du groupe que la procédure de licenciement est abandonnée. Merci. Donc on voit au travers de cet exemple que 2.0 soutient le pôle de terre. Est-ce que c'est ça la particularité du web? Qui veut prendre la parole là-dessus? Ronan. Oui, alors c'est bon, est-ce que tout le monde m'entend? Ça a l'air d'aller. Donc oui, Cora, c'est un cas qui est extrêmement connu quand on parle de crise et de bad buzz sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cora, la particularité, c'est qu'en fait, ça a une aura particulière, puisque c'était un stade où l'actualité parlait beaucoup de la courbe du chômage. Donc c'est vrai que les gens étaient très sensibles par rapport à cette thématique, et le fait que les choses aient été relayées via les réseaux sociaux, ça a été un émulateur qui a fait, on va dire, agi comme une caisse de résonance et a permis de donner à cette nouvelle qui, on va dire, sans doute arrive assez peut-être fréquemment, sans le savoir, mais du coup ça a donné une visibilité à cette nouvelle qui a fait que les gens sont devenus assez émus et que du coup les gens et l'entreprise ont dû réagir de manière vraiment directe. Moi, en général, quand je parle de bad buzz, alors je le dis dès le départ parce que je pense que ça va être assez transverse sur l'ensemble des cas, j'énumère, on va dire, 3 types de grandes crises ou bad buzz sur les réseaux sociaux. Il y a tout d'abord, on va dire, la crise dite communicationnelle, qui est la plus fréquente, la plus bénigne, c'est-à-dire, grossièrement, c'est le service de communication qui veut faire du buzz pour du buzz, qui produit un contenu et qui fait une maladresse, une blague un petit peu douteuse ou qui surfe sur un sujet polémique. Et du coup, il y a ce qu'on dit bad buzz. Donc ça, c'est l'aspect communicationnel.
Il y a plus la crise dite structurelle, où là, je pense qu'on va avoir des cas, ça va être vraiment des éléments qui perturbent vraiment les produits en eux-mêmes, ou alors l'organisation interne de l'entreprise, auquel cas là, il y aura vraiment des répercussions sur l'organisation de la structure. Et puis le troisième volet des crises, c'est plus des crises dites émotionnelles. Et ici, on est typiquement dans une crise émotionnelle. Pourquoi? Puisqu'en fait, il y a tout un tas d'affects et de sujets où les gens montent au credo. Et en fait, les réseaux sociaux sont aussi des sortes de bannières pour monter, des fois à son bureau ou sur son canapé, dire je m'y oppose, je ne suis pas d'accord. Et toutes ces voix cumulées font que des entreprises telles que Cora doivent réagir. Alors cette hiérarchie des crises que présente Renan, elle pointe sur un fait qui était déjà un peu indiqué par Sophie tout à l'heure. 80% des crises, de ce qui est labellisé crise, sont en fait des crises éphémères. Alors, avec un peu de recul, on peut considérer que ce ne sont pas des crises. Ce sont des événements dans la vie des organisations et dans la vie des gens. Il se passe quelque chose, quelqu'un n'est pas content, ça se dit et puis c'est fini. Mais ça, c'est pas une crise. Là où on commence à être dans la crise, c'est le moment où, comme il vient d'être dit, ça a un impact soit sur l'organisation, le fonctionnement de l'entreprise, soit sur le fonctionnement de la société. La société, les gens, l'opinion. Et là, on est dans quelque chose qui devient moins éphémère, qui peut même être très très long, on en aura quelques cas. Donc, la dénomination crise est un peu un effet de mode. Hein. C'est simple, c'est facile, c'est un peu réducteur. Il faut faire attention à ne pas tout labelliser crise. Il y a des choses qui se passent, bon, il y a des choses qui se passent, mais tout n'est pas crise. Alors, pour revenir sur le cas de Cora spécifiquement, il faut aussi regarder ce que c'est que cet objet. Qui est cette caissière? Qui est celui qui en fait une utilisation? Et comment se fait la contagion? Alors, cette caissière est une caissière. La figure de la caissière est une figure médiatique. Le sort social de la caissière comme salariée est un sort qui est précaire, fragile, faible, devant des grands groupes de distribution. La grande distribution est évidemment une puissance. Donc on a déjà la caractérisation d'acteurs qui vont fabriquer une histoire que les médias achètent. Deuxièmement, et il y a plein d'histoires de caissières avec leur employeur. Hein. Les caissières de Carrefour à Marseille ont été là-dedans, etc. Enfin, c'est assez récurrent parce que, encore une fois, c'est un schéma commode du faible face au fort, du pouvoir qui oppresse, etc., qui exploite, etc. Bon. Donc on a là une histoire toute faite, si je puis dire. Dans ce monde de storytelling, c'est un schéma connu. Deuxièmement, cette caissière, quand on regarde un peu, elle est déléguée CGT. Donc c'est un salarié protégé. Je ne connais pas du tout l'histoire de cette caissière, ni de Cora avec cette caissière. Mais on comprend que s'il y a un problème entre l'employeur et son salarié, en l'occurrence avec un salarié protégé, la moindre faute est recherchée comme cause de licenciement par l'employeur. Alors je ne sais pas si c'est le cas, encore une fois. Hein. Donc ne me faites pas dire que Cora était dans ce trip-là. Mais quand je me trouve devant un sujet comme celui-là, je me pose la question, parce que le quoi m'intéresse, mais le pourquoi m'intéresse encore plus. Or, quand je cherche du pourquoi accessible publiquement sur ce sujet, je vois que cette caissière était déléguée CGT chez Cora, donc salarié protégé. Donc ça m'interroge. Qui est Eolas? Alors, Maître Eolas, vous comprenez la référence. Maître Eolas, c'est 164 000 abonnés sur Twitter. 164 000 abonnés sur Twitter. Si vous regardez la géographie des abonnés de Maître Eolas sur Twitter, c'est beaucoup de journalistes, et pas n'importe lesquels. C'est Philippe Escande, qui est à la direction du supplément Économie Entreprise du Monde, c'est Jean-Marc Vittori aux Échos, c'est le monde de l'économie, et notamment de l'économie sociale, est abonné au fil Twitter de Maître Eolas, parce que c'est une source, parce que c'est d'une certaine façon une agence de presse. Et une agence de presse qui n'est pas trop suspecte de lâcher des choses mal vérifiées.
Donc quand on trouve quelque chose qui vient de Maître Eolas, on a une crédibilité de source qui est appétissante pour un journaliste parce que c'est rassurant. Alors ça n'empêche pas qu'ils vérifient eux-mêmes par ailleurs. Hein. Mais c'est une source. On n'a pas 164 000 abonnés par ailleurs sur Twitter. Hein. Par hasard. Il y a des bonnes raisons à ça. Donc on a là des caractéristiques qui sont des archétypes de l'apparition d'une situation de contagion à travers Internet sur un sujet qui rencontre effectivement l'intérêt de la société, de la société en tant qu'opinion, dans le moment où nous sommes. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train là de dire autre chose que le pourquoi de « ça marche ». Hein. Alors, ça dure relativement peu, parce qu'à partir du moment où Quora dit « on arrête », Quora a une bonne réputation d'employeur, Quora a une bonne réputation de comportement parmi les enseignes de grande distribution, donc ça s'arrête. Parce que si Quora avait été suspect d'être un exploiteur, négrier, etc., ça aurait duré un peu plus des 2 semaines que cette histoire a duré au total. En tout cas, ce cas est assez symptomatique par rapport à tout ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est-à-dire que finalement, on le voit très bien à travers rien que les copies d'écran, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi aussi c'est devenu un peu une étude de cas. C'est pour dire qu'en fait, ce genre de choses aurait pu passer par des médias traditionnels ou en tout cas se régler sans qu'on le voie. Mais grâce à la puissance des réseaux sociaux, des utilisateurs lambda sont devenus des ambassadeurs, des sources crédibles, qui sont suivis par des relais qui travaillent dans des médias. Et ces gens ont une puissance d'opinion qui font en sorte qu'ils deviennent vecteurs de partage et vecteurs de contagion. Donc en l'occurrence, Quora, ça s'est passé vraiment comme ça, et ça montre à quel point, sans l'existence des réseaux sociaux, peut-être qu'on n'aurait pas eu connaissance de ce fait-là. Très bien, on peut parler... Ouais, un marqueur important là aussi. Il y a d'autres exemples dans la conférence. Oui, mais celui-là est bien parce qu'il a été pris pour commencer, parce qu'il illustre un certain nombre de caractéristiques. Un marqueur important, là, en effet, c'est le passage de la barrière des espèces, si je puis dire. Hein. Le VIH devient dangereux quand il sort du singe pour aller chez l'homme. Bon. Un bad buzz devient dangereux quand il sort de l'Internet pour aller dans les médias conventionnels. Le moment où ça devient crise, c'est le moment où ça sort des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en soi, font du buzz, mais ne font pas de crise. Il y a des milliers de gens qui disent des milliers de choses désagréables tout le temps sur toutes les grandes marques de la création, partout dans le monde. Mais le nombre de ceux qui font crise sont ceux qui passent la barrière de l'espèce de « je suis sur Internet, mais tout d'un coup, parce qu'il y a Philippe Escande, parce qu'il y a Jean-Marc Vittori, parce qu'il y a CNN, parce qu'il y a etc. » Toc, vous émergez dans des puissances de feu qui sont pour le moment encore des puissances de feu politiques non remplacées. Pourquoi les politiques font du buzz sur Internet? Parce qu'ils espèrent que ça va se voir dans les vrais médias, si je puis dire avec des guillemets. Hein, parce qu'ils espèrent que ça va arriver sur TF1, sur Le Monde, sur Le Figaro ou autre chose. Tant que ça reste sur eux-mêmes sur le net d'ailleurs. Comment? Qui sont eux-mêmes sur le net. Qui sont eux-mêmes sur le net, bien entendu. Et la barrière des espèces, elle est en train de tomber graduellement parce que les rédactions sont communes et qu'on a ce phénomène de contagion. Ok. Donc on voit bien que là, on a une caisse de résonance avec la toile qui est absolument unique. Et maintenant qu'on a peint un petit peu le décor, nous allons passer à la manière de pouvoir solutionner ce genre de problématique. Alors une première piste pourrait être d'anticiper pour ne pas subir, et c'est Chantal qui va nous présenter en fait le cas de Kryptonite. Voilà, alors Kryptonite, c'est un fabricant d'antivols aux États-Unis, un des plus gros. Le 12 septembre 2004, il y a un citadin un dimanche qui se fait piquer son vélo, et son copain avec qui il est lui demande, en fait, lui dit: est-ce que tu as un cadenas à kryptonite? Et puis, parce qu'il lui apprend que ces cadenas, en fait, on pouvait les ouvrir très facilement avec un bic. Alors, bien entendu, il se marre, il se fiche de moi, il rentre chez lui, il veut quand même vérifier, et puis il essaye sur un cadenas, effectivement, il met le bic en plastique, enfin le tuyau en plastique, sur le verrou du cadenas, et puis effectivement, le cadenas s'ouvre, mais alors avec une facilité déconcertante. Et donc là, il va sur Internet et il poste quelque chose sur le forum bikeforum.net. Alors aussitôt, les visiteurs du forum se mettent à discuter entre eux.
Et puis le lendemain, il y a plus de 11 000 cyclistes qui découvrent comment forcer le cadenas. Le 14 septembre, donc 2 jours après, certains publièrent même des vidéos mode d'emploi, comment on pouvait... donc ils détaillaient la façon d'ouvrir ce cadenas. Le 15, il y a plus d'1 million d'internautes qui savaient que les cadenas n'étaient pas fiables. Le 17, le New York Times, et en réponse, donc c'est bien, ça illustre bien ce que vous venez de dire. Le 17, le New York Times relate l'histoire et d'autres médias, radio, télé, etc., reprennent l'information. Le 22, donc 10 jours après, Kryptonite accepte d'échanger tous les cadenas défectueux, 10 millions de dollars, soit 1 million de dollars par jour. Donc voilà un petit peu la catastrophe. Et pour vous faire une petite comparaison, en 1992, il y a la BBC qui avait révélé la vulnérabilité de certains cadenas. En fait, c'était passé complètement inaperçu parce qu'on n'était pas du tout à la même époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est ce que certains appellent aujourd'hui le 5e pouvoir, c'est-à-dire que tout le monde peut prendre la parole, donc peut prendre le pouvoir. Donc je laisse nos spécialistes un peu commenter donc déjà, je vais poser une question. Qui, dans la salle, connaît le cas Kryptonite? Levez la main ceux qui connaissent. Bon, je m'attendais un petit peu plus. Je suis un peu déçu. En fait, c'est vrai que le cas Kryptonite, c'est un petit peu le cas d'école le plus connu quand on parle de Bad Buzz. On le voit, c'était en 2004. Donc les réseaux sociaux voilà, commençaient tout juste à se positionner. C'est la création de Facebook, mais dans tous les cas, il n'y avait pas le succès qu'il a aujourd'hui. Et là, encore une fois, ce cas est assez symptomatique en termes d'anticipation. Parce que quand on parle de Bad Buzz, on nous demande souvent, voilà, on a peur de prendre la parole, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Nous, on leur dit tout simplement, il faut anticiper. Donc la première action, c'est de dire, moi, pour anticiper, je ne vais pas aller sur Internet, comme ça, on ne va pas parler de moi, je vais être tranquille. En l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui discutent de vous, sans que vous le sachiez, de votre entreprise, voilà, sur des forums, tels que c'est le cas ici. Et tout ça, c'est en fait des signes qui peuvent être des signes avant-coureurs. Ça peut être des opportunités pour savoir, tiens, tel produit, on peut l'améliorer de telle façon, mais ça peut être aussi des signaux d'alerte pour dire, aïe, quelqu'un a trouvé une faille dans nos produits, quelqu'un a une réclamation, etc. En l'occurrence, ici, c'est quelque chose de fondamental, puisque c'est la sécurité même du cadenas. C'est quand même un petit peu l'ironie du sort. Et du coup, voilà, bien entendu, comme on a exposé, il y a des gens qui se sont amusés après à publier sur YouTube des vidéos où ils montraient en 6 secondes comment ils ouvraient ce cadenas réputé inviolable avec un stylo bic. Donc forcément, ça a intéressé, on va dire, les médias traditionnels. Et là où il y a un changement, c'est-à-dire que là, on était en 2004, donc on ne parlait pas encore de Bad Buzz, on ne savait pas trop ce que c'était, on a dit que cette entreprise a subi une crise, mais on voit que les gens qui ont commencé à discuter sur les forums, ça n'était pas une vocation à faire parler de cette nouvelle, c'était plus à sensibiliser l'entreprise pour dire « attention, on a repéré quelque chose ». Donc le rôle de l'entreprise, c'est aussi de faire de la veille, donc ça c'est, on va dire, quelque chose de récurrent sur tout ce qui touche à Internet, hein. Faire de la veille, ajouter des signaux d'alerte avec, on va dire, un champ sémantique qui concerne votre entreprise pour repérer les discussions qui émanent des réseaux sociaux, des forums ou autres, et d'être en manière de repérer des signes qui peuvent être des signes bénins, mais des signes avant-coureurs, tels que c'est le cas, parce que Kryptonite n'a pas souhaité commenter, on va dire, le débat, et on a vu que la facture est devenue assez salée. Donc là, c'est un cas intéressant, encore une fois, puisque ça montre bien que la logique d'auparavant, c'était vraiment de dire à l'entreprise, faites attention, mais que maintenant, on est plus dans, on va dire, voilà, le bad buzz, c'est assez sexy, puisque dans bad buzz, il y a buzz. On verra même si on a le temps, nous le permet, de voir qu'il y a des entreprises qui font des bad buzz pour rebondir après sur du buzz. Mais dans tous les cas, Kryptonite, c'est vraiment quelque chose de subi et qui a été assez pénible pour la marque. Alors là, on peut dire qu'effectivement, ils ont mis du leurre quand même pour ne pas voir les choses arriver, pour ne pas anticiper. Mais concrètement, en fait, ça consisterait en quoi de faire de la veille ou de faire de l'anticipation? En 92, la BBC, qui n'est quand même pas une télévision locale, encore qu'il faut surveiller les télévisions locales. TV5 Rennes, TV35, il faut surveiller. C'est la source de quelque chose aussi. Mais la BBC, quand même, la BBC, donc ça n'a pas pu échapper à Kryptonite qu'en 1992, la BBC a fait un sujet sur le fait qu'on peut ouvrir leur cadenas avec un bic. Bon. Alors peut-être qu'ils ont considéré que, la BBC, c'est pas très regardé aux États-Unis, qui est quand même leur marché principal. Alors ça, c'est la première négligence coupable. Le problème vient toujours d'une minorité extérieure. Hein. Il n'y a pas de crise qui commence comme une majorité. Aucune. Aucune. Jamais. C'est toujours un petit signal faible. Mais il faut comprendre que
que ce petit signal faible va devenir gros. Ils auraient dû comprendre. Leur cœur de métier, c'est la sécurité. Hein, s'ils ne sont pas attentifs à un truc qui remet en cause leur cœur de métier, c'est vraiment qu'une chose leur échappe. Ça, c'est vraiment stupide, mais assez américain. Hein, parce que l'Europe, pour les Américains, à l'époque, notamment en 92 encore, c'était overseas. Et ce qui était overseas, c'était les Zoulous. J'ai rien contre les Zoulous, qui sont un peu notre overseas. Mais ils voyaient juste pas. Voilà. Alors, cela dit, Renan vient de dire, regardez les entreprises qui font du bad buzz pour rebondir avec du buzz. Allez voir le site Kryptonite aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, 1, Kryptonite est toujours là. 2, Kryptonite est toujours leader sur son marché. 3, Kryptonite a complètement récupéré cette histoire, parce que dans la saga Kryptonite, il y a 2 rubriques sur leur site qui sont notre histoire et nos légendes. Alors, nos légendes, c'est tout merveilleux, et puis dans notre histoire, il y a un petit paragraphe qui dit qu'à un moment, quelqu'un a dit qu'on pouvait ouvrir nos cadenas avec un objet d'usage courant. Ils ne disent pas avec un bic, hein, avec un objet d'usage courant. Bon. Mais nous avons immédiatement rappelé les 400 000 cadenas qui risquaient quelque chose, on les a remplacés, et on est toujours au top de la sécurité. Et ils sont toujours au top de la sécurité. Donc, traverser ce moment-là suppose... Alors, ils auraient pu l'éviter en étant attentifs. 1. 2, ils auraient pu réagir plus vite, effectivement. Mais ils ne réagissent que quand ça passe la barrière de l'espèce. Quand le New York Times commence à en parler, là, ça devient vraiment sérieux. Quoi, hein. Et ça, c'est les faiblesses. Mais c'est trop tard. Ce retard-là coûte 10 millions de dollars. Bon, alors c'est un peu cher payé quand même. Hein. Bon, cela dit, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Bon, après, ça c'est un exemple qui est, on va dire, un exemple classique quand on parle de bad buzz, mais sur, on va dire, la logique un peu transverse qui était d'anticiper pour ne pas subir. Il y a beaucoup d'autres exemples, peut-être plus récents, mais que ça soit rien que dans les changements de logo, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu Gap par exemple ou Malabar qui ont changé leur logo, et encore une fois, ils n'ont pas anticipé puisqu'ils ont imposé ce logo, ils ont dit « regardez, on a changé le logo », sauf qu'en fait, ils n'ont pas pris en considération le fait que les gens aimaient le logo d'auparavant. Alors Gap, c'est peut-être moins évident, mais Malabar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon, moi, Malabar, quand je pense Malabar, je vois un mec musclé avec les cheveux un peu blonds, donc je ne le connaissais pas ce monsieur, mais ça faisait plaisir de voir. Et en fait, ils ont fait un chat à la place. Un chat qui fait des bulles. Et tout le monde s'est regardé en se disant mais pourquoi? Et ils ont expliqué, voilà, c'est une nouvelle campagne, mais les gens n'ont pas adhéré. Et du coup, il y a eu tout un couac. Alors, ils ont gardé le chat, mais ça a eu moult discussions, justement, où vous aurez dû nous demander notre avis. Et c'est vrai qu'on est dans une logique où la communication se veut très horizontale, mais reste très verticale. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont au-dessus, qui vous disent, voilà, ils vous ont distribué des messages, regardez, on a changé de logo. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi se mettre sur le même piédestal que les consommateurs et rentrer aussi dans des logiques de coworking, etc. Bien entendu, on ne peut pas faire ça sur tout, mais c'est des choses intéressantes. Et encore une fois, ces 2 marques ont subi alors une dite crise, c'est la terminologie qu'on lui a donnée, mais un bad buzz à ce sujet, alors que c'était pas forcément nécessaire. Et il y a d'autres marques, même dans le prêt-à-porter, je pense à Zara ou à Petit Bateau, qui sortent des choses, enfin je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Zara avait sorti un petit pyjama gris strié noir avec une étoile jaune. Bon, il n'y a pas besoin d'être d'avoir un doctorat en histoire pour savoir que ça faisait des références pas très classieuses. Et Petit Bateau, pareil, qui avait fait des choses très sexistes, etc. Et en fait, les gens sont extrêmement sensibles à des sujets qui sont polémiques. Ça peut être le sexisme, ça peut être le racisme. Il y a aussi une récent bad buzz où une entreprise a posté une annonce pour recruter un directeur artistique. Et ils ont mis de préférence non juif. Voilà. Parce que, soi-disant, apparemment, c'était des horaires où il fallait être beaucoup au bureau et que les juifs sont très contraints par leurs horaires. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, en fait, qui sont des maladresses, mais qui, si on avait pris le temps de consulter les internautes ou de se renseigner, auraient pu être évitées. Plus concrètement, puisqu'il y a des professionnels ici de la communication dans la salle, des étudiants, etc., ça consiste en quoi, en fait, faire une veille? Est-ce que ça veut dire bâtir des scénarios dans tous les sens, y passer un temps fou? C'est quoi, précisément? Alors, il y a différentes manières de le faire, mais on va dire que grossièrement, c'est déjà en fait faire une introspection de l'entreprise pour savoir quels sont les produits, quelles sont les opportunités, quels sont les leaders, quelles sont les faiblesses de nos produits, quelles sont les plaintes les plus récurrentes pour anticiper un petit peu, on va dire, les forces, les faiblesses de la société de ces produits. En général, on peut avoir une sorte de grille pour dire, voilà, on connaît nos faiblesses, qu'est-ce qu'on peut proposer, ou si quelqu'un
dit faites attention, il y a cette faiblesse, comment on peut y répondre. Donc c'est en fait essayer de faire on va dire des scénarios. Alors il n'y a pas besoin de faire des pages et des pages, mais déjà de s'imaginer s'il y a un scénario qui se passe, comment on réagirait, pour ne pas se retrouver un peu en cellule de crise à se dire qu'est-ce qu'on peut faire, et souvent c'est trop tard. Et si on réagit sur le coup de l'empressement et de l'émotion, c'est là où ça peut encore s'envenimer davantage. On va dire que c'est d'abord d'étudier, de faire cette introspection, et ensuite de mettre en place, on va dire, un écosystème de veille. Donc ça peut être via des flux RSS, ça peut être via des outils d'alerte. Le plus connu c'est Google Alert, mais qui n'est pas très très performant. Il y en a d'autres comme Mention, Alerty, etc. qui font très bien le travail. Après il y a aussi des outils qui sont plus complexes, plus onéreux, mais pour les structures de communication. Des outils de monitoring social media où on peut vraiment parcourir, faire avec des keywords, des notions de mots-clés, on voit les mentions, on voit l'importance, on peut même avec le client du coup avoir des notions d'administrateur partagées où on peut lui envoyer des mentions dès qu'il y a telle ou telle information qui a été véhiculée, etc., etc. Donc après le tout c'est d'être vigilant, de suivre, et s'il y a des éléments qui peuvent rentrer dans cette grille de risque, c'est de réagir et de mettre en place le plan qui avait été prévu. Repérer les influenceurs également sur la table. En l'occurrence, si vous voulez, la question des influenceurs, c'est alors 2 mesures d'hygiène en matière de relation avec l'opinion. 1, sortez de la logique de marché. Vous faites des choses pour des marchés. Et probablement, le type qui, chez Zara, avait imaginé le petit pyjama d'enfant rayé gris avec une étoile jaune, il a fait une étude de marché et il a trouvé que ce style-là était le bon. Simplement, sa culture californienne lui a fait complètement zapper le fait que, pour toute une population, cette référence visuelle-là voulait dire autre chose. Parce qu'il n'a pas cette référence. Hein, et ça a échappé à toute la ligne de décision du style dans l'entreprise. Bon. Alors, arrêtez d'être dans la logique de marché. Conservez la logique de votre marché. Sachez pour qui vous faites des produits que vous voulez vendre. Mais regardez la logique de société. Et la logique de société, elle fonctionne exactement à l'inverse de la logique du marché. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le centre du monde. Vous intervenez auprès de mondes qui ne sont pas votre monde. Et ce sont ces mondes-là qui vont vous causer des problèmes. C'est-à-dire que le produit pyjama de bébé ou pyjama d'enfant, pour garder celui-là, il va contenir du coton. Alors le coton, c'est quoi? C'est des producteurs dans des pays en développement. Est-ce que vos producteurs sont convenablement payés? 2, vos semences sont-elles OGM ou pas? 3, comment votre coton est-il blanchi? Est-ce que vos processus de production sont respectueux de l'environnement ou pas? 4, est-ce que votre communication est socialement responsable, ou est-ce que vous mettez en scène des enfants auxquels vous n'avez pas demandé leur avis, etc., etc. Regardez-le, parce que ce n'est pas l'acheteur potentiel de ce pyjama d'enfant qui va vous interpeller. C'est un groupe militant de la protection des planteurs de coton au Burkina Faso qui va vous dire, ils crèvent de faim les types. Et si vous n'arrêtez pas de les pressurer, ils vont encore plus crever de faim. Et puis ensuite, donc, tous les militants de chacune de ces causes est susceptible d'eux. Alors, notre métier, c'est d'être un peu paranoïaque. Hein, c'est d'imaginer toutes les attaques qui peuvent venir sur l'un quelconque des aspects de notre activité à un moment quelconque, dans un lieu quelconque. Parce que ce n'est pas de notre marché que ça va venir. Je veux dire, ce n'est pas en Asie du Sud-Est que Nike s'est fait interpeller sur les conditions de travail des enfants dans les sweatshops d'Asie du Sud-Est pour faire des ballons utilisés en Californie. C'est en Californie que ça s'est produit. Donc la condition de travail d'Asie du Sud-Est rencontre une sensibilité quelque part. Mais le lien se fait, que vous le vouliez ou non. Donc lisez votre activité en cherchant les mondes avec lesquels vous avez des interfaces et comment ces mondes vous regardent. À partir du moment où vous comprenez comment vous êtes regardé à partir d'autres centres du monde que vous, vous comprenez le système d'opinion dans lequel vous êtes et vous commencez à être capable de faire une veille aux bons endroits. Parce que vous ne pouvez pas faire une veille de la totalité du monde tout le temps sur tous les mots. Il faut comprendre où regarder pour être sûr de trouver ce qu'on a besoin de voir. Bon, après, là, on parle juste d'exemples qui, entre guillemets, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Je tiens à vous rassurer, déjà, il n'y a pas des millions de gens qui vont se précipiter pour vous critiquer sur Internet. Heureusement, mais dans tous les cas, c'est vrai que bon, pour Kryptonite, eux, ils n'ont pas su le faire, mais on va dire que la typologie
qui est assez intéressante à mettre en place, c'est déjà se poser la question quand et où. C'est-à-dire, si vraiment il y a quelque chose qui se dit, essayez de vous poser la question quand et où. Quand est-ce que ça a été dit? Est-ce que je viens pas trop tard? Où est-ce que ça a été dit? Est-ce que c'est sur un site média? Est-ce que c'est sur un forum? Est-ce que c'est sur notre site, etc. Une fois que vous êtes posé cette question-là, posez-vous la question qui? Qui prend la parole? Est-ce que c'est un maître Olas qui est un influenceur? Est-ce que c'est un consommateur qui se plaint fréquemment? Est-ce que c'est une personne qu'on ne connaît pas, etc. En fonction de ces éléments-là, on va déjà être en mesure de savoir comment on va pouvoir répondre. Donc, quels médias on va pouvoir mettre en place, un blog, un forum, etc. Et après, comment, c'est-à-dire le pourquoi, qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce qu'on va prendre la parole. Je prends juste l'exemple de McDonald's, puis après on viendra à ça, mais McDonald's, typiquement, c'est une marque qui est aspirationnelle, c'est-à-dire que tout le monde connaît McDonald's, et si McDonald's peut avoir un bad buzz, on va tous être dans un bureau à rigoler, à dire « t'as vu la dernière qui est arrivée à McDonald's ». Eux, ils ont quand même des forces de frappe en termes de veille, pour rester sur la veille, et c'est vrai que par exemple, il y a une rumeur qui a circulé il y a 1 ou 2 ans sur Internet, on a vu une affiche sur un McDonald's où il y avait marqué « ne sert pas les noirs ». Voilà, donc forcément, gros tollé sur Internet, mais en fait, nous-mêmes, on se pose même pas la question de savoir si c'est vrai ou pas. Nous, ça nous fait rire, on se dit, t'imagines, McDo, ils ont fait ça, et on n'essaie même pas de voir la véracité des informations. En l'occurrence, McDonald's l'a fait pour nous, et heureusement pour eux, et ils ont partagé dans les 2-3 heures qui suivent. C'est un visuel qui date de 1995, qui a été partagé sur tel forum, nous n'y sommes pour rien. Et là, devant les faits accomplis, bizarrement, hop, le soufflet est retombé. C'est-à-dire que grâce à leur veille, ils ont pu éviter quand même que tous les gens se paient la tête de McDonald's pour rien. On est bavard. Voilà, tous les deux sont assez prolixes. Donc en fait, on va passer à une autre manière peut-être de trouver une solution qui peut être d'adopter la bonne posture. Et pour ça, nous avons un autre cas qui est celui de Kit-Kat, qui est présenté par Anne. Alors là, Jean-Pierre a parlé des associations militantes. On est en plein dedans, si tu veux bien me montrer. Le voilà. Voilà Kit-Kat. Vous connaissez tous cette barre chocolatée. Kit-Kat, fabriquée par Nestlé. Et Nestlé était dans le viseur de Greenpeace depuis un moment déjà, puisque Greenpeace a fait de la lutte contre la déforestation en Indonésie une cause majeure de son association. Donc, en gros, Greenpeace veut se prendre Nestlé de face et décide de faire une petite vidéo parodique sur les orang-outans mis en danger par l'huile de palme qui constitue un ingrédient majeur des barres Kit-Kat. Vous voyez, de l'orang-outan à Kit-Kat, le raccourci était facile. Nestlé réagit tout de suite, empêche la vidéo, supprime la vidéo, et Greenpeace se venge et diffuse cette vidéo sur Vimeo, la grande plateforme, avec une grande campagne, un gros buzz. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, les gens sont choqués, les internautes interviennent sur le Facebook de Nestlé, et commencent à arriver des parodies de logos comme ça. Vous voyez, Kit-Kat, Killer, etc., qui arrivent sur les profils des internautes. Donc les internautes ont changé leur photo de profil pour communiquer sur le Facebook de Nestlé. Et là, en face, il y a un brave community manager, il devait être fatigué, je ne sais pas, il n'avait pas pris de vacances depuis longtemps. Il commence à voir arriver un logo Killer, un deuxième logo, etc. Il commence à dire vous arrêtez ça, les gars, très vite, parce que sinon je vais me fâcher. Il y a quelque chose qui s'appelle le droit de la propriété intellectuelle, c'est pas bien ce que vous faites. Et puis 1, 2, 3, 4, au 20e, il craque. Et il commence à se fâcher, et il y a un brave internaute militant de Greenpeace, il dit écoute, le gars, calme-toi, tu ferais mieux de causer normalement avec nous faire une petite conversation sympathique plutôt que de nous faire des leçons de morale. Et tout de suite, le community manager, je ne connais pas son prénom, a dit écoutez, ça suffit comme ça. Là, je suis chez moi, Facebook, c'est ma page Facebook, et je fais ce que je veux sur ma page Facebook. Vous imaginez bien que ça s'est très très mal terminé. Alors, je ne sais pas si lui a été licencié, mais en tout cas, Nestlé a réagi très vite, s'est excusé et a supprimé son fournisseur, enfin, a déférencé son fournisseur d'huile de palme. Donc voilà. Alors, c'est quoi la bonne posture dans ces cas-là qu'il faut adopter? Bah là, on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que le problème de l'huile de palme pour Kit-Kat, il est connu depuis très longtemps, aussi longtemps que Nike se traîne cette réputation d'exploitant de petits-enfants, etc. Donc en fait, le problème était déjà repéré, simplement, là, on est sur on va dire un axe assez spécifique, puisque c'est Greenpeace qui monte au credo. Donc Greenpeace, c'est quand même une grosse force de frappe.
Il y a d'ailleurs pas mal d'articles où en fait on dit que Greenpeace est devenu un peu l'égérie des bad buzz, puisque eux ils montent des vraies campagnes vraiment. Ils avaient fait pour Zara, pour Lego plus récemment, pour vraiment dénoncer des choses, et les gens suivent vraiment cette notion-là. Mais donc déjà le premier élément, c'est de dire que KitKat, il y a différents types de marques. Il y a des marques dites un petit peu sous le radar, c'est-à-dire que c'est des boîtes un petit peu, des startups, etc., que personne ne connaît. J'ai parlé de la boîte qui avait parlé d'une offre juif, etc. Ça a créé un tollé, mais ça passe très vite. Mais KitKat, c'est une marque qui est plus aspirationnelle. C'est comme du McDonald's, etc. Donc si on peut, entre guillemets, se payer la tête ou dire « Regardez KitKat, ce qui se passe pour eux », finalement, en fait, on a un petit peu ce réflexe à dire de partager, en fait, assez facilement. Et du coup, KitKat, effectivement, là où, encore une fois, c'est assez symptomatique, c'est que là, on en revient à la condition du community manager. Donc, je ne sais pas si dans la salle, qui ne connaît pas le terme community manager? Il n'y a pas de honte. Je pense que tout le monde connaît, c'est bon. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais non, mais effectivement, le community manager, en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent dessus, mais ça montre en fait très bien la condition du community manager, qui est souvent, encore trop souvent seul sur sa page, et il n'y a pas forcément de relation directe avec les responsables, où il n'y a pas le réflexe de le faire. Ce qui fait que cette réaction de vouloir bloquer, de dire on est chez nous, on supprime, c'est vraiment la pire chose en fait qu'on puisse répondre, puisque là les gens évoquent un problème, même s'il y a un problème qui arrive et de masse, il faut vraiment faire face et ne pas supprimer les choses, parce que si on met juste la poussière sous le tapis, ça ne va rien changer, et si on clôt le débat sur la page Facebook, sur une plateforme que nous on contrôle, bah, le débat il va se prolonger mais ailleurs, et là on ne va pas forcément le contrôler. Et ça en revient aussi à une notion qu'on appelle grossièrement le point Godwin, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, les gens sont tellement convaincus, c'est l'huile de palme, etc. C'était le cas pour Charlie Hebdo, quand ils avaient fait, bon, malheureusement, leur une avec l'islam, etc. Il y a eu un gros tollé pendant des semaines sur Internet, et notamment sur leur page Facebook, avec des détournements, etc. Et ils étaient arrivés à un stade où peu importe ce qu'ils répondaient, ça ne faisait qu'envenimer les choses. Donc c'est-à-dire qu'arrivé à un certain stade, les gens, en fait, ça nourrissait complètement on parle de trolls, mais il n'y a pas que ça, mais le point Godwin, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain stade, en fait, on perd complètement le contrôle, et que ça revient sur des termes nazis, etc. C'est ça, en fait, la définition du point Godwin, hein, c'est qu'arrivé à un certain stade, on parle d'Hitler. Et c'est assez bizarre, mais effectivement, des études l'ont démontré. Donc le cas de KitKat, et avec ses détournements, ça montre très bien que là, on est face à un sujet qu'on connaît, et finalement, on a une personne qui n'est pas forcément la plus apte à y répondre et qui a les mauvais réflexes. Et pourtant, elle représente KitKat. Donc, aux yeux des gens, ils ne font pas la différence, que ce soit une personne ou 20 qui répondent. C'est KitKat qui répond terminé, c'est notre page et on ne veut plus entendre vos choses. Donc, forcément, ça ne passe pas. Donc, le bon réflexe, c'est quoi? C'est keep cool, c'est être à l'écoute, c'est dialoguer. C'est ne jamais négliger aucune interpellation. Parce que vous vous faites interpeller par quelqu'un qui n'aime pas, alors si quelqu'un en question est Greenpeace, à plus forte raison, mais vous vous faites interpeller par quelqu'un qui vous dit « j'aime pas que KitKat utilise de l'huile de palme parce que ça tue les orang-outans ». Même si c'est Jean-Pierre Baudouin qui interpelle Nestlé sur ce sujet, je veux une réponse. Parce que si je n'ai pas de réponse, je vais répéter mon interpellation un peu plus fort. Et si je n'ai pas la bonne réponse, si je n'ai pas une réponse d'accueil de mon interpellation, qui me dit « Ah, vous dites ça, mais parlons-en », rien que ça. Juste de dire « parlons-en », pas me dire « vous êtes un imbécile, vous n'y connaissez rien », je ne connais rien à l'huile de palme, rien aux orang-outans. La plupart des gens qui en traitent n'en savent rien. Hein. Donc je ne suis pas un cas unique. Mais je veux une réaction d'accueil de mon interpellation. C'est le premier geste nécessaire. Ensuite, alors évidemment, dire sortez du jeu, c'est pas une bonne chose, mais c'est d'autant plus vrai que si je n'ai pas ou la bonne réponse ou une réponse du tout, on passe de l'interpellation sur un fait à l'interpellation pour un comportement. Parce que ce que je vais commencer à dire, si je n'ai pas la bonne réponse, ce n'est plus ils tuent les orang-outans avec leur huile de palme, c'est Nestlé me méprise. Et ça, là-dessus, je suis absolument sûr que l'opinion va me suivre. Donc si l'opinion ne m'a pas suivi sur les orang-outans meurent à cause de KitKat, je sais que l'émotion dans la société va être Nestlé méprise le pauvre tweetos inconnu qui a pourtant toutes les raisons de se plaindre puisque ce garçon, il prend la défense des orang-outans. Et là, on a un des points qu'on va retrouver chemin faisant, c'est que les causes de crise sont de moins en moins des causes techniques et de plus en plus des causes comportementales.
C'est le comportement de celui qui a le pouvoir qui emporte le jugement négatif. On va le retrouver, ça, je vais dire. Alors, KitKat, par ailleurs, pourquoi KitKat? Ils auraient pu attaquer plein d'autres marques. Renan disait, on attaque que les grandes marques. C'est-à-dire, attaquer une marque que personne ne connaît ne sert à rien. José Bové a fait sa gloire mondiale en démontant un McDo à Millau. Millau, il y a plus de brebis que d'habitants à Millau. Bon. Mais le lendemain, CNN est à Millau. Et le monde entier voit Millau. C'était avant le trapèze qui est au-dessus. Parce que, et tout le monde a vu José Bové les menottes à la main avec sa moustache parce qu'il avait démonté un McDo. C'est la puissance de McDo qui fait la valeur de l'information. C'est ni le geste d'avoir démonté un McDo, ni l'idéologie de José Bové. C'est McDo qui fait l'histoire. Hein. Alors KitKat, c'est ça l'objectif de Greenpeace, c'est toujours de s'attaquer à des marques qui vont faire l'histoire. Alors KitKat aujourd'hui va toujours bien, merci. C'est la 3e marque du marché des barres chocolatées, c'est 10% du marché des barres chocolatées, donc ils n'ont rien perdu dans cette affaire. Notamment pas en France, les Français ne boycottent jamais. Hein. Faites des appels au boycott en France, les Français continuent d'acheter. Là-dessus, pas de problème. Hein. C'est pas vrai des Suédois, par exemple, pour certains cas, pour des raisons politiques. C'est pas vrai des Allemands pour des raisons naturelles. Mais les Français ne boycottent pas. Voilà. Mais la marque, c'est ça l'enjeu. C'est la marque qui va faire l'histoire. Ce principe, quand même, est valable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Celui, en fait, d'accueillir, de ne pas avoir peur, d'enclencher le dialogue. Complètement, parce qu'en fait, c'est vrai, quand on parle de bad buzz, et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des conférences, c'est vrai que c'est souvent des cas, en fait, de grosses supernationales, donc on se sent, nous, en fait, finalement. Et en fait, il y a des exemples, alors, les gens n'en parlent pas forcément en local, puisque c'est encore un sujet un petit peu tabou, mais il y a des entreprises qui sont des fois des entreprises, on va dire, de plus petite taille, qui, des fois, répondent. Il y avait des exemples, alors, j'avais plus le nom, mais je sais que Aquarelle, que je ne connais pas forcément, mais qui est une marque qui propose des bouquets de fleurs en ligne, avait fait ça également, où, en fait, c'était une personne lambda comme vous et moi qui s'était plaint sur la page en disant j'ai passé commande, je n'ai rien reçu, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tout d'abord, la personne a supprimé son message, le community manager, en disant ça n'a rien à faire là. Donc la personne, comme vous avez dit Jean-Pierre, a réitéré mais un peu plus fort. Et là, d'autres gens ont dit bah, c'est bizarre, il n'y a pas eu de réponse. Et où est passé ton message? Et là, les gens commencent un petit peu à sentir sur l'odeur du sang. Non mais du coup, les gens commencent à arriver. Et là, encore une fois, deuxième erreur, c'est que la personne dit ici c'est une page Facebook, c'est pas un défouloir. Donc à un moment donné on se dit alors quel est le rôle d'une page Facebook? Et si bien qu'à un moment donné les gens ont commencé à fuir en disant regardez ce qui se passe sur cette page là, alors encore une fois c'est quelque chose de totalement bénin à la base. Et du coup les gens ont émergé pour dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que la personne a reçu son bouquet de fleurs? Parce que les gens du coup étaient devenus intéressés par ça. Donc par ce comportement et forcément par rapport au fait. Alors le community manager, encore une fois moi je suis community manager moi-même donc je vais pas jeter la pierre, mais où la personne qui a répondu a dit c'est bon, on s'en est occupé, la personne a reçu son bouquet de fleurs. Donc sauf entre-temps, en fait le community manager avait banni la personne qui attendait son pauvre petit bouquet, sauf que la personne qui attendait son bouquet elle allait sur Twitter. Et sur Twitter elle a dit non, moi j'ai rien reçu du tout, ils sont en train de vous raconter des cracks. Et alors là, c'est des centaines et des centaines de personnes qui sont venues sur la page avec des copies d'écran en train de dire non mais là vous nous mentez. C'est qu'ils se sont retrouvés avec une situation, avec cette petite épine qui est devenue beaucoup plus grosse, en se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, à un moment donné, ils ont dit ok, mais à coup de pas, on n'a pas fait ce qu'on devait, la personne, voilà, on l'a recontactée, etc. Donc finalement, c'est comme on dit, c'est ces types d'interpellations qui sont bénins, qu'on peut répondre. Et les réseaux sociaux, c'est ça, c'est des gens qui vous parlent, c'est vous qui leur répondez, c'est aussi simple que ça. Avec une posture honnête. Honnête, transparent. Dire la vérité. Ouais. Dire la vérité. Et surtout prendre la parole. Parce que s'il y a quelqu'un qui fait une demande et que vous ne répondez pas, surtout si c'est une critique, même si c'est une critique constructive, si vous ne répondez pas, la personne va rester avec ses doutes. Et si bien que même s'il y a des gens qui se plaignent, il faut au moins, si vous n'avez pas la réponse tout de suite, dire on a pris connaissance de votre problème, on va la traiter et on revient vers vous. C'est sérieux, on vous considère, on regarde. Là, si moi j'ai un problème, je me dis ok, bon, je peux attendre, pas dans 2 mois, mais en tout cas, je sais qu'ils ont entendu ma demande. Et là, ça nous laisse le credo pour savoir quoi répondre. Alors juste sur KitKat et Greenpeace, on parlait de veille juste auparavant. Un des grands avantages de Greenpeace, mais de France Nature Environnement, mais de la CGT, etc., c'est que leur site internet publie leur programme d'activité principal pour la période qui vient.
Donc, vous pouvez lire ce que va être le programme de militance de ces grandes organisations avant que ces programmes ne commencent. Très bien. Avis aux amateurs, aux internautes. Donc on a vu pour la question de la posture, il y a également une autre façon en fait de solutionner ces situations problématiques, c'est de mettre en place une organisation sans défaut. Et pour ça, nous avons choisi le cas de Domino's Pizza et c'est Chantal qui va nous l'exposer. Alors Domino's Pizza, c'est l'histoire en fait en avril 2009 de 2 employés de Domino's Pizza qui sont en Caroline du Nord et qui s'amusent en fait avec la nourriture, ils mettent une vidéo sur YouTube dans laquelle on les voit s'amuser avec la nourriture, qui va être livrée donc aux clients. S'amuser est un terme faible. Oui, c'est un terme faible. Délicieusement euphémisé. Nous avons caché certaines images compromettantes. Voilà. Allez les voir. Plus précisément, en fait, on les voit faire des trucs assez dégoûtants, même assez trash, comme mettre du fromage dans leur nez, puis après introduire dans la pizza, ou alors ils éternuent sur la pizza juste avant de livrer la pizza. Et ça, bien sûr, c'est sur vidéo, sur Internet et tout. Et encore, je ne vous dis que ça, parce qu'il y a eu d'autres images beaucoup plus dégoûtantes. Voilà. Hein. Donc, bien entendu, vous imaginez ce qui s'est passé, les vidéos ont tourné en boucle sur Internet, etc. Et donc là, c'est un cas où, comment dirais-je, de bonne récupération, de bonne crise, en fait, ils ont bien récupéré, puisque, bien entendu, les fautifs ont été licenciés, ils ont enlevé les vidéos du net, mais, comment dirais-je, le PDG, enfin le directeur plutôt, qui est Patrick Doyle, présente des excuses sur YouTube. Il remercie même les internautes, c'est-à-dire il inclut les internautes comment dirais-je, dans son message. Il les remercie d'avoir été vigilants. Il encourage les salariés à retweeter, enfin qui sont des ambassadeurs, à tweeter la position officielle de la marque. Donc c'est une crise qui est quand même assez hallucinante, liée à 2 salariés, et je dirais aucune entreprise n'est à l'abri de ce genre de dérapage. Hein. Donc je vais laisser... il manquait peut-être une charte interne ou quelque chose comme ça. Exactement. Bon, en tous les cas, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, on vous donne des idées. Mais ouais, effectivement, là on est de l'ordre vraiment de l'organisation. Alors c'est difficile pour une marque de contrôler évidemment tous ses salariés, mais dans tous les cas, on peut très facilement mettre en place une charte où on explique vraiment l'usage des réseaux sociaux. Alors là, c'est un cas où on ne sait pas vraiment si les gens ont voulu nuire vraiment à l'entreprise ou juste s'amuser, on va dire, sans penser à ce qui peut se dérouler. En tout cas, la logique qui suit, c'est la sanction. C'est-à-dire que la sanction, c'est un petit peu quand il se passe malheureusement des crimes ou des choses comme ça, il faut que quelqu'un paie. Donc on va dire qu'on a tous un réflexe en nous, c'est s'il y avait quelque chose où on s'est senti lésé, il faut qu'il y ait un coupable. Donc évidemment les coupables, eux, ils se sont pas vraiment masqués, ils étaient là donc ils ont été licenciés, mais ça suffit pas. À un moment donné, il faut montrer, alors qu'est-ce que vous faites pour éviter que ça se reproduise? Donc c'est là où justement, quand j'expliquais le où, quand, qui, etc., là sur le qui, on doit être aussi en mesure de savoir qui est le plus légitime et le plus crédible pour prendre la parole au sein de l'entreprise. Donc ça peut être le dirigeant, ça peut être un responsable. Il y avait le cas de FedEx, par exemple, qui était aussi similaire, où en fait il y avait eu un salarié qui était filmé par une caméra de surveillance d'un particulier, où il livrait le colis, qui était visiblement un super bel écran plat, et vu qu'il ne voulait pas s'embêter à sonner, etc., il a balancé le colis par-dessus le grillage. Sauf que du coup c'était filmé, et du coup forcément c'est le responsable de FedEx qui a dû s'excuser publiquement. Donc là aussi la posture elle est importante, puisque là où Domino's Pizza, ils ont bien su réagir, c'est qu'ils ont été transparents en disant « il y a eu une faute, on va la corriger, et justement, vous êtes là aussi pour nous aider, on compte sur vous ». Là où FedEx, là aussi, ça va être amusant à regarder, le patron était limite la larme à l'œil en train de dire « plus jamais ça se reproduira ». Donc voilà, c'est pas entre guillemets ce que les gens ont envie d'entendre, ils veulent des choses concrètes. Et ce que Domino's Pizza a fait plus tard, au bout de 2-3 mois, c'est qu'ils ont carrément tout rechangé leur stratégie de communication, et ils ont prévu même un jeu sur le social media où en fait on pouvait choisir le nouveau parfum de la pizza, Domino's Pizza. Il y a eu un énorme concours où il y a eu des parfums un peu improbables qui ont été, et ils ont produit cette pizza là, et les gens du coup voilà, se sont sentis un petit peu mieux, et même si c'est qu'un pansement sur une plaie, ça reste un pansement et c'est déjà mieux. Ça a été très très vite. Alors pour le coup, qualité de réaction de l'entreprise, alors tout ça se passe en Caroline du Nord. Je veux dire, Caroline du Nord, quand même. Ça va être un Millau, ça.
Ouais, c'est ça. Et ben oui, mais c'est la contagion. Peu importe la dimension du lieu. Quelqu'un a dit une chose très juste, hein, Olivier Mongin. Nous sommes dans un monde où le flux l'emporte sur le lieu. Hein. Historiquement, c'était l'importance du lieu qui faisait l'importance de l'événement. Aujourd'hui, le flux l'emporte sur le lieu. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'obligation d'être à Paris, à New York ou ailleurs pour que ça se sache. On est en Caroline du Nord, on est à Millau, on est où le flux l'emporte sur le lieu. Bon. Alors, réaction impeccable pour le coup de l'entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, alors on est aux États-Unis, c'est que l'analyse, et on est récent par rapport à des histoires anciennes relativement à l'échelle d'Internet, celle-là est assez récente et on était déjà à un stade de maturité où se publiaient très vite derrière des analyses de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'a fait l'entreprise, quelle est la conséquence, etc. Et il y a notamment sur le site du Wall Street Journal une analyse qui a été publiée à chaud, tout de suite après, extrêmement compétente pour dire c'est scandaleux que ça ait pu arriver dans une entreprise, mais voilà ce qui s'est passé, la chronologie, les réactions, les postures, etc. Donc tout ça est disponible en ligne très vite, et la qualité de réaction de Domino's Pizza a été portée au crédit de l'entreprise en l'occurrence, donc rien n'est perdu. Et ça laisse des traces aussi, c'est très important, c'est-à-dire que à partir du moment où vraiment le bad buzz a pris une certaine ampleur, généralement, il y a tout un tas de sites qui sont vraiment les minute buzz, les démotivateurs qui surfent sur ces tendances-là, qui vont en partager, qui vont en relayer des informations, et en fait, ça va faire du contenu qui va se retrouver sur les moteurs de recherche. Donc il y a encore tout un tas de thématiques, ceux qu'on est en train de vous présenter notamment, hein. Vous tapez Domino's Pizza, vidéo, etc., souvent vous retombez dessus. C'est-à-dire que même si un bad buzz a été vraiment bien, on a su rebondir, il reste quand même des traces. Après, l'objectif, c'est de faire des choses, du bruit par-dessus, pour éviter que ça se reproduise. Donc, on a parlé de chartes, etc., et du fait qu'il doit y avoir un interlocuteur qui prend la parole. Après, on n'est jamais à l'abri, de toute façon, il y a le faute zéro, l'erreur n'existe, le faute zéro, je sais plus ce qu'on dit. Le risque zéro, merci. Voilà. Le risque zéro, notamment s'agissant de gens. Il y a un clampin qui va s'amuser en faisant une vidéo marrante. Ou alors un salarié qui fait une maladresse. Il y a eu aussi l'exemple d'un clampin qui va s'amuser. Ah d'accord, c'est quand même le clampin, d'accord. Bon, il y a des clampins, en tout cas il y a des salariés, par exemple H&M, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est assez drôle quand même, qui avait partagé un mail. En fait, il y a eu un reportage à la télé où on parlait d'une usine au Bangladesh qui s'était effondrée parce qu'ils travaillaient dans des conditions terribles. Et en fait, l'entreprise en question qui employait ces gens, c'était H&M. Sauf que dans le reportage, on ne le voyait pas. Et en fait, en interne, il y a eu des échanges de mails où ils se sont dit regarde Roger, on n'a pas vu, il n'y a pas eu H&M, donc l'honneur est sauf, etc. Sauf qu'en fait, la personne qui a envoyé le mail s'est trompée de destinataire et a envoyé ça à un journaliste de France 24. Donc le journaliste se dit du pain béni. Du coup, ça a été relayé. Et du coup, ils ont dû, encore une fois, faire des grosses excuses et revoir. Et c'était amusant parce que c'était même à l'époque de Pékin Express où il y avait le hashtag Pékin Express avec les émissions. Et Pékin Express, ça se passait, je crois, en Birmanie, où il y avait des musulmans qui étaient tués, etc. Ce qui fait que le hashtag avait été complètement spammé par la cause qui était faites quelque chose et arrêtez de filmer là-bas. Et du coup, c'est revenu, H&M est revenu sur le tapis en disant, en plus, il y a H&M qui est partenaire de Pékin Express et qui, du coup, a eu cette bourde. Et du coup, on voit que même si quelque chose a été réglé, ça peut revenir sur le tapis. Et du coup, H&M a fini par se destituer de Pékin Express et a géré sa propre petite crise en interne. Donc, on peut dire que c'est c'est pas inévitable, mais ça arrive très souvent dans n'importe quelle entreprise que d'avoir un salarié qui décide effectivement de poster très souvent, le niveau de conscience, arriver. Puis le niveau de conscience des salariés évolue quand même. La pratique de l'Internet devient telle que tout le monde comprend le genre de risque qu'on prend pour soi d'abord et qu'on fait prendre à son entreprise. Mais cela dit, il faut avoir des règles de pratique de l'Internet par les salariés, notamment avec les équipements de l'entreprise. Parce que là, il y a une responsabilité juridique qui est engagée, et que quand vous arrivez au tribunal, si vous n'aviez pas de règles, c'est tant pis pour vous. Donc il faut avoir des règlements intérieurs qui sont extrêmement clairs et précis sur l'utilisation des moyens de communication électronique par les salariés à partir de leur lieu de travail et ou avec les équipements de l'entreprise. Moi, je me balade avec mon Macintosh professionnel. Je suis mon entreprise là où je suis. Bon.
Mais ça, il faut vraiment qu'il y ait un cadre juridique établi, parce que, in fine, ça arrive chez le juge à un moment ou à un autre, et il ne faut pas être tout nu, quoi. Bon, en tout cas, c'est quand même rare. Là, on parle d'exemples où ça s'est mal passé. Rassurez-vous, s'il y a un salarié qui est sur Facebook, ne le faites pas le regard noir, donc qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est des choses rares, mais en tout cas, on peut sensibiliser les salariés à ça. Et on voit que, effectivement, que de créer d'autres occasions d'être sur le net peut recouvrir en fait ce bad buzz et créer un... En fait, le problème, c'est qu'il y a des amalgames qui sont faits avec ces maladresses qui sont pris en exemple pour dire n'allons pas sur Internet ou sur les réseaux sociaux parce qu'on risque de faire ça. En l'occurrence, c'est des formidables opportunités, tout ce qui émane, toutes ces discussions qui parlent de votre entreprise, etc. Après, il faut savoir simplement maîtriser les outils, savoir maîtriser sa veille pour justement prendre ça à sa botte et faire que ça soit des opportunités. Ok, très bien. On passe au cas suivant qui est celui de BP. On va passer encore à Sophie, trop bavard. Voilà, qui va parler de Bouygues. Et nous sommes dans l'idée de dialoguer et de créer du lien. Tout à fait. Donc Bouygues Télécom, le 10 janvier 2012, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le lancement de Free Mobile, ce qui a inquiété énormément les opérateurs téléphoniques. Et en fait, Bouygues Télécom a mis en place une stratégie de dialogue et de transparence avec ses clients et a utilisé son équipe de community manager pour ce faire. Le jour même du lancement de Free Mobile, le nombre de posts sur leur blog et leur page Facebook passe de 100 questions par jour à 5000. Donc Bouygues Télécom, tout le mois de janvier, l'équipe de community manager répond aux questions, parfois même avec humour, sur la page Facebook du groupe, tout en créant du lien, puisque chaque community manager met son nom, signe ses posts sur Facebook, ce qui permettra en fait de créer un vrai lien avec les questions des internautes. Également, ça leur a permis aussi de déjouer certaines situations, puisqu'en fait, innocemment, mais avec bêtise, je pense, vous avez une salariée de Free qui poste sur la page Facebook de Bouygues Télécom un message incitant les gens à aller chez Free. Et en fait, le fameux Tanguy, community manager de Bouygues Télécom, va avec humour la renvoyer dans ses buts en disant qu'elle travaille chez Free. Voilà. C'est l'importance du rôle du community manager et peut-être du management qu'il y a autour de ce community manager. Du management, et là on parlait encore une fois, c'est quelque chose, c'est une actualité subie. C'est-à-dire que l'arrivée de Free Mobile, tout le monde en a entendu parler. Ils avaient une communication, alors déjà en disant que on vous prend pour pas des gros mots, ou alors vous êtes tous des pigeons, ça interpelle. Donc tout le monde attendait, et tous les opérateurs se tenaient fébrilement à leur bureau. En l'occurrence, ce qui est amusant, c'est de comparer comment ont réagi les opérateurs mobiles. Il y a SFR ou Orange. Ils envoyaient un petit communiqué, parfois avec un petit peu une teinte d'humour pour dire bon, voilà, on va rester tard ce soir, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant pourquoi je paye 50 € alors qu'on me propose 20. Bouygues, ils ont fait un choix différent. Ils ont dit on va répondre à toutes les demandes. Donc il y en a eu 5000, donc ils sont mis en mode war room. Ils étaient tous là et il y avait, on va dire, le fier de lance, c'était Tanguy, qui manageait un peu toute cette petite équipe, qui a dit voilà, on va répondre à tout le monde avec humour, en signant. Et ça, c'est extrêmement important. Là, c'est un conseil qui est aussi intéressant. C'est que les gens, ils s'adressent à une marque, mais des fois, c'est pas forcément la marque qui peut répondre à la question, ou c'est bien de signer. Dire que moi, si je vous réponds Renan, vous saurez que c'est une personne qui est derrière, et je vais peut-être pas traiter la question différemment qu'un Tanguy ou autre. Et ce qui est amusant, alors je crois qu'on le voyait sur le slide d'avant, justement, mais il y a des gens, des fois, qui s'amusaient à dire voilà, écoute, Bouygues, on s'est rencontrés il y a 5 ans, ça s'est bien passé, ceci, cela. Donc, ils tournaient ça avec humour. Et plutôt que de dire merci de contacter le service client, il disait non, ne me quitte pas, je t'offrirai des perles de. Voilà. En fait, il citait des choses culturelles faites avec humour, si bien que les gens se sont pris au jeu et les gens ont posé des questions. Au bout d'un moment, c'était non plus pour se dire voilà, qu'est-ce que vous allez faire, mais pour voir un peu la réaction du community manager. Et en fait, ils sont sortis grands vainqueurs, voire même de Free, puisqu'effectivement, derrière, il y a une salariée, alors qu'on ne savait pas qui était de Free, mais qui a posté sur toutes les pages des concurrents. C'est scandaleux ce que vous faites, etc. Et voilà, Tanguy, ou un des membres de l'équipe, a regardé sur Viadeo en tapant son nom et s'est rendu compte qu'elle travaillait chez Free. Donc forcément, ça fait tâche. Donc avec humour, il lui a dit c'est gentil de faire ça comme ça. Et quand je parlais encore une fois de logique de coupable, c'est que la pauvre, alors je la connais pas personnellement, mais si vous tapez son nom sur Google, pour trouver du travail, ça doit pas être évident. Donc en fait, en l'occurrence, le management, ça consiste à laisser suffisamment d'autonomie en fait à ce community manager qui va être là, qui va répondre. Mais c'est aussi donner
une stratégie, c'est comment Faire l'encadrer face. en fait. Faire face. Ouais, il faut un ton, un style, et il faut que tout le monde soit bien préparé pour ça. Alors cela dit, bien entendu, ça ne change pas le résultat sur le marché. Hein. Free est un grand succès. Il a vraiment changé l'économie du marché du mobile et puis il est à vendre. Mais au moins, ça se passe dans des conditions convenables de ce point de vue-là. L'acrimonie ne marche jamais. L'acrimonie ne marche jamais. C'est pas acceptable. Qu'un consommateur se plaigne avec acrimonie, c'est normal. Qu'une entreprise réponde avec acrimonie ou véhicule de l'acrimonie, c'est inacceptable. Il faut que l'entreprise assume. Elle est une entreprise sur un marché, c'est la concurrence, j'assume. Et après, il faut l'assumer avec des codes, effectivement, de communication qui sont des codes de la convivialité agréable, sympathique et complice. Non, pas facile. Alors, ça fait une très bonne liaison avec le thème suivant, qui est celui de rebondir avec les codes de la culture web. Donc, un autre cas qui est celui de La Redoute, que va nous exposer Chantal. Alors, La Redoute, tout le monde connaît. Il y a 7 millions de visiteurs chaque mois sur leur page. Ils ont été très en avance sur le net, puisqu'ils ont été dans les premiers à pouvoir zoomer sur leur page. C'est-à-dire on peut grossir les images et puis voir les détails. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui leur a posé problème à un moment donné, parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a quelqu'un, on a pu voir sur l'une de leurs pages un homme nu en fond sur une plage qui se baladait avec en devant bien sûr des enfants qui présentaient donc des t-shirts pour les vendre. Et il y a des petits malins, bien entendu, qui ont fait des captures de cet homme, qui l'ont mis sur Twitter, sur Facebook, et ça a fait tout le monde, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est pas si vieux que ça. Et donc il y a eu un bad buzz, et il est très intéressant de voir comment ils ont désamorcé ce bad buzz d'ailleurs. Ils ont très bien réagi. Alors première réaction, le jour même, il y a eu un communiqué d'excuses informel, et ils ont supprimé la photo. Après, il y a eu un autre communiqué avec un petit peu d'humour dedans. Et la troisième réaction, qui est plutôt très, très bien, qui est ils ont lancé un concours. En fait, la directrice marketing a fait une vidéo sur YouTube. Elle a expliqué un petit peu, elle a refait des excuses et elle a lancé, elle a contre-attaqué en lançant un jeu concours, en demandant aux internautes d'aller repérer sur leur page donc, du catalogue s'il y avait d'autres erreurs. Ils avaient repéré d'autres erreurs. Et celui qui trouvait, parce qu'il y a eu plusieurs gagnants, ceux qui trouvaient donc les erreurs, eh bien, étaient habillés des pieds à la tête, puisqu'il y avait un homme nu, donc il fallait habiller. Donc ils ont réagi avec de l'humour. Et donc je vais laisser les intervenants commenter la suite. Donc un bon cas. Bon, ça c'est un cas qu'on retrouve aussi, donc vous avez de la chance, vous avez la version non censurée en plus. Mais ouais, c'est un cas qu'on entend beaucoup parler, puisque ça paraît surréaliste en fait quand on voit les faits. On peut pas, quand on voit les conditions de shooting en général, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce cas-là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que derrière tout ça, il y a des petits cerveaux maquinaires qui ont pensé que c'était pour derrière faire une stratégie de communication. Bon, le fait est que ça a été un tollé gigantesque. Et quand on parle de culture web, c'est qu'à un moment donné, le fait échappe complètement à l'entreprise pour devenir, on va dire, un bien social, ce qu'on appelle communément un mème sur Internet, c'est-à-dire une image, une vidéo, un son qui est partagé et surtout détourné à toutes les sauces. Donc ce monsieur a été vraiment dans tous les costumes possibles et inimaginables. Et effectivement, la marque a su écouter à ce moment-là et rebondir sur les codes de cette culture pour dire très bien, on va faire preuve d'autodérision. On va monter un petit jeu concours où du coup, c'est trouver les fails, les erreurs sur notre site. Donc ça, c'est un cas aussi qui est assez récurrent finalement. Parce que quand on parle de culture web, on entend tous parler de Icebucket, de Harlem Shake, de LibDub, plus anciens. Faites attention aussi à ça, puisqu'il y a des tendances, mais ces tendances, elles sont très éphémères. Et c'est surtout les premières marques qui réagissent, qui ont, entre guillemets, sortir avec les lauriers.
Et il y a des cas, je pense par exemple à Decathlon, j'ai rien contre Decathlon, mais ils ont fait 3-4 bad buzz où on a eu le lip dub, mais en mode 5 ans après, on a eu le Harlem Shake, mais en mode 4 ans après, et en fait, là, c'est plus possible, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, ça devient grossier, et c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Et il y a d'autres choses comme, alors KitKat encore, alors ils ont certainement fait des choses bien aussi, KitKat, hein. Mais KitKat, à un moment donné, ils se sont dit, tiens, on va se lancer sur Instagram, parce que ça marche, parce que c'est jeune, parce que ça correspond à notre cible. Et du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme image un peu funky? Du coup, ils ont pris un ourson qu'ils ont trouvé, qui faisait de la batterie, et à la place des baguettes, il avait des KitKat. Donc c'est rigolo, quoi. Sauf que quand on regarde comment est le petit ourson, en fait, on se rend compte que c'est pédobir. Alors pédobir, je ne sais pas si ça vous parle, mais pédobir dans la culture internet, c'est un mème, mais qui désigne la pédophilie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, KitKat disait, regardez, il y a un petit ourson pédophile qui joue de la batterie. Donc eux, ça les a fait rire, mais quand ils n'ont pas compris en fait. Tout simplement parce ils voulaient surfer sur la culture web sans s'intéresser au code de la culture web. Et ça, c'est très important. Cuisinella l'a fait aussi malheureusement. Ils ont fait une publicité invraisemblable où on voyait une genre de fausse caméra cachée où quelqu'un se faisait tirer dessus dans la rue et était embarqué et mis vivant dans un cercueil. Et, bon, on regarde ça un peu interloqué, et en fait la chute de la pub, c'est que donc la personne est en train de crier « Sortez-moi, je suis vivant ». Et en fait, quand elle ouvre, il y a une grosse pancarte avec marqué « Il n'est jamais trop tard pour profiter des bonnes offres Cuisinella ». Donc ils se sont défendus en disant « On a voulu rebondir sur les codes Internet ». Les jeux vidéo, etc. Donc, encore une fois, la culture web, elle est dictée par plein de micro-chats, etc., les 4chan, les 9gag, etc., qui sont beaucoup de forums où il y a énormément de contenu, et c'est sur ça que les internautes réagissent. Donc, à un moment donné, il faut comprendre les codes et les valeurs pour savoir rebondir dessus et faire des choses très malignes. Si vraiment on essaie de rester avec cette vision vraiment avec des visières, on ne peut pas, malheureusement, une communication dans le sens qu'on le voudrait. Alors, je ne résiste pas à vous en raconter une qui est de l'enfance du web, si je puis dire, parce que c'est 99, donc le web avait 4 ans, il n'y avait pas grand monde branché, mais les communautés branchées étaient quand même des vraies communautés branchées, et c'est l'époque où Procter & Gamble, c'est pas forcément des rigolos, rajeunit son Monsieur Propre pour relancer la marque, contre Ajax qui est en train de lui piquer des parts de marché. Alors on fait le grand musclé chauve, un peu plus musclé, un peu plus slim, un peu plus collant dans son t-shirt, etc. Et la communauté gay, qui est très branchée déjà, se dit « Waouh, ce mec etc. Bien. Alors, émotion chez Procter, parce que ça circule très vite. Et Procter se dit « Mais nous, on voulait parler à la ménagère de moins de 50 ans. Et c'est pas exactement ça qui nous arrive. » Et Procter a l'intelligence de récupérer le phénomène. Et Procter en France sort une pub presse, pour le coup, avec le bonhomme Monsieur Propre, et le slogan « Il n'a pas attendu le Pax pour se mettre au ménage ». Génial. Bon. Et la pub alors ça, c'était évidemment le clin d'œil au détourneur de Monsieur Propre. Et la pub d'après, qui était vraiment pour la ménagère de moins de 50 ans, qu'il trouvait pas mal, ce mec, quand même, au total, c'était rien de mieux qu'un homme qui offre son corps. Bon. Alors, bon, depuis, ils se sont un peu calmés chez Procter avec tout ça, et on est revenu à ça lave plus blanc. Mais le plus terrible aurait été de faire du rétropédalage et de dire on retire cette pub, on remet le vieux Monsieur Propre un peu plus enveloppé et un peu moins collant dans son t-shirt parce que voilà. Non, on épouse, on prend la tendance et on l'accompagne vers l'endroit où on veut aller. On ne va jamais résister à un tsunami. Même si c'est un petit tsunami, résister à un petit tsunami, ça le fait grandir. Ça, c'est implacable. Donc ne résistez pas au petit tsunami, accompagnez ça, et puis faites-en une vague qui va vous amener sur la bonne plage. Mais on ne peut pas résister. Bon, après, il y a un juste équilibre aussi, puisque la culture web, il faut s'en imprégner pour se dire, tiens, il y a des tendances, il y a des sujets, il y a des mèmes, etc. Après, il ne faut pas non plus laisser complètement les internautes aux rênes, on va dire, de la communication. Il y a eu le cas récemment de Nutella qui a voulu surfer un petit peu sur Coca-Cola avec des pots un peu personnalisés, on pouvait mettre le texte qu'on voulait.
forcément la première action des gens, c'est quels sont les termes qu'on ne peut pas utiliser. Donc du coup, il y a eu tout un tas, en fait, la liste des mots bannis qui a circulé. Il y a eu énormément de détournements, du coup, de vision de peau de Nutella avec des termes pas très élogieux. Et finalement, ça s'est un petit peu retourné contre eux. Il y a eu Monopoly aussi, qui est un cas d'école. Ils se sont dit, tiens, on va demander aux internautes d'élire la ville et on va faire un Monopoly sur cette ville. Donc ils ont fait un gros sondage, tout le monde était à fond pour défendre sa ville, sauf qu'il y a une ville qui se démarquait vraiment nettement, c'est la ville de mon cul. Et du coup ils se sont tous dit, qu'est-ce qu'on fait? Rétro-pédalage ou pas? Donc je vous annonce officiellement qu'il y a un Monopoly sur la ville de mon cul qui existe. Donc au final ça leur fait un bon coup de pub parce qu'ils ont su se dire, prendre de l'autodérision, finalement c'est ça que les gens veulent, donc finalement ils vont l'avoir. Et en fait les gens ont vraiment acheté, sauf donc attention néanmoins à pas laisser les internautes complètement mettre à New York, la police de New York avait fait ça avec un hashtag raconter votre meilleur moment avec la police, ça s'est transformé en hashtag des violences policières, donc voilà, il faut faire simplement attention. À manier en connaissance de cause quand même. Nous allons aborder une dernière solution qui va peut-être plaire à des juristes s'il y en a dans la salle, qui est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du juridique dans cette affaire quand il y a une crise comme ça sur le web. Alors c'est le dernier cas de notre soirée, mais ça pourrait être le premier en fait, parce que chronologiquement on est en 2003, et je crois que c'est la première fois qu'on a parlé de bad buzz sur le web mondial. Vous connaissez tous Barbra Streisand, même les plus jeunes d'entre nous. Chantez-le. Non, on va pas faire ça. Donc c'est Barbra, mais récemment. Hein. Ce qui se passe, et je crois qu'on va rebondir sur ce que vous disiez, Jean-Pierre, quand on va parler d'écologie. Il se passe qu'il y a un mécène qui s'appelle Kenneth Adelman, qui est passionné par la défense du littoral californien. Il a de l'argent, donc il prend avec son avion des photos aériennes qu'il publie sur un site destiné aux chercheurs, aux écologistes, aux scientifiques. Et parmi ces 12 000 photos, donc sur un site un peu obscur en fait, se trouve cette photo-là. Voilà. Et c'est la villa de Barbra Streisand qui apprend ça. Je ne sais pas trop comment, mais ça la met dans une rage folle. Elle déclenche l'arme nucléaire, attaque en justice, sauf qu'elle pensait faire un procès en huis clos et elle n'a pas bien fait les choses avec son avocat, et le procès est public. Et elle attaque et elle demande, je crois, 10 millions de dollars au brave monsieur. Donc le buzz, ça faisait cher la photo. Le brave monsieur se défend bien. Là, c'est aussi un peu l'histoire du pot de fer, Streisand contre le pot de terre, surtout paré de toutes les vertus écologiques. Il n'est pas condamné, la photo n'est pas retirée. Et la photo, la maison qu'elle ne voulait pas montrer, a été vue 420 000 fois en un mois. On parle de l'effet Streisand qui a donné qui a illustré justement la difficulté d'utiliser le juridique en premier recours. Et je crois qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas? Oui, il y en a d'autres. En fait, l'effet Barbra Streisand, c'était le premier. Et ça a donné son nom, c'est un peu comme dans des films, on dit c'est un genre, on dit ça c'est un bad buzz style Barbra Streisand. Donc c'est assez rare, mais c'est effectivement quand il y a un recours au juridique, qui on va dire on ne veut pas s'embêter, on recourt au juridique, comme ça va. Alors que là, c'est une grave erreur, parce qu'en fait, les gens vont se défendre et publier du coup des choses sur les réseaux sociaux, et les gens, par affinité, par affect, vont pouvoir les défendre. En l'occurrence, moi, je vous pose la question, est-ce que ça vous intéresse vraiment de voir la photo de la villa de Barbra Streisand? Non. Par contre, si je vous dis, il y a une photo en fait qui est censurée, on n'a pas le droit de la voir, tout le monde essaie de la voir, mais on peut pas. Là, déjà, ça suscite un peu l'intérêt. Et ça pose la question en fait aussi de la censure, qui est utilisé dans tous les domaines. Je pense à des clips musicaux. Vous avez le dernier clip de, je sais pas, Madonna qui sort. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, si on me dit, ces clips, il est censuré, je peux pas le regarder, etc., ça suscite un peu mon intérêt. Et il y a beaucoup d'entreprises qui rebondissent un petit peu là-dessus, sur ce côté-là, qui font... il y avait un Doshik qui avait sorti un clip, je crois aussi scandaleux, mais du coup qui a été le clip le plus téléchargé du groupe, parce que justement, ça rebondit là-dessus. Et en fait, ça montre bien qu'il y a un effet qu'on dit flambi. Alors c'est un peu la métaphore, mais c'est-à-dire que vous avez cette petite personne qui prend une photo ou qui vous critique et qui dit moi, je veux pas que vous dites ça de moi, donc je recours au juridique. Donc ce que vous faites, c'est que simplement vous allez publier ça et le dire à tout le monde. Et là, la personne qui voulait écraser le flambi, ça va se répertorier partout.
Donc c'est assez drôle de voir cette métaphore, parce qu'il y a des petites BD, etc. Mais toujours est-il que la pauvre Barbara Streisand, qui est plus jolie peut-être que ça en vrai, elle n'est peut-être pas... Ça dépend peut-être au saut du lit, au saut du lit. Sortant de sa maison. C'est la tête qu'elle a eue quand elle a vu le nombre de... Ouais, voilà. Mais en en fait, un avion, elle lève les yeux pour voir l'avion. l'effet à Barbara Streisand, c'est l'arroseur arrosé. Je ne voulais pas que les gens voient ça, ou je voulais contrôler et verrouiller les écoutilles, et en fait, on n'est pas supérieur à la nature, on n'est pas supérieur au web, et Beyoncé a eu le même éclat où il y avait des photos peu élogieuses, elle a demandé à Twitter, avec des procès, etc., de les supprimer, ce qui fait que tout le monde s'est dit c'est quoi ces photos, et du coup tout le monde a vu les photos de Beyoncé alors que vous voulez à tout prix les éviter. Donc faites attention. Il y a des choses qui peuvent être traitées à l'amiable, les gens sont disposés, souvent deviennent même des ambassadeurs de la marque. C'est les premiers à dire « je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est un mauvais », et si vous montrez qu'il y a des solutions et que vous y répondez, après ils vont dire bah, « finalement j'ai eu une bonne expérience ». Donc ça devient des ambassadeurs. Donc le juridique, après il y a peut-être des cas très précis, mais c'est vraiment à proscrire. C'est dialoguer avec les internautes, mais aussi dialoguer avec le service juridique. Mais comment on le fait en physique? Qui sont presque antinomiques. D'un côté, Comment le communicant qui veut parler, et puis le juriste. Alors ça, c'est qui une dit bataille, non, mais pas seulement sur Internet. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'espace public, à travers un média quel qu'il soit, nous avons ce débat entre le juridique et la communication. Le juridique qui dit « ne dites rien, parce que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ne lui parlez pas parce que ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. » Et nous qui disons bah, « écoutez, c'est quelqu'un. Donc commençons par dire « vous avez un avis sur moi parlons-nous, commençons par nous parler. » C'est comme en physique finalement. Enfin, civilisé. Je me verrais mal dire « je veux mon avocat ». Ben voilà, exactement. J'appelle voilà. mon avocat. Donc, mais ça, c'est très 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 difficile entre le juridique et la communication. Là, la réponse est toujours évaluée par l'intensité du risque, dans un cas comme dans l'autre. Est-ce qu'il est plus important pour moi de gagner au tribunal au risque de perdre devant l'opinion, ou de gagner devant l'opinion au risque de perdre au tribunal? Autrement dit, si je gagne devant l'opinion quelque chose qui est une valeur de ma marque sur son marché, et que ça me coûte au tribunal une amende de 1 million d'euros, ben je suis d'accord pour perdre au tribunal, parce que c'est moi qui vais être le good boy devant l'opinion, et que ça a une valeur bien supérieure aux millions d'euros de dommages et intérêts qui va m'être demandé. En revanche, si, comme on trouve ça beaucoup aux États-Unis, plus qu'en Europe et notamment qu'en France, la demande, c'est 12 milliards de dommages et intérêts, elle était modeste en l'occurrence, hein, Madame Streisand, parce que 10 millions pour ça, enfin, je veux dire, ça montre que c'est pas très sérieux quand même. Mais les demandes, c'est ce qui fait que la plupart des instances de cette nature aux États-Unis se règlent hors la cour. Il y a une transaction hors la cour qui met un terme à l'instance juridique. On est d'accord pour signer un chèque et puis on n'en parle plus. Et derrière, il y a les juristes qui disent alors vous n'aurez plus le droit de dire ceci, de dire cela, d'en parler, de l'évoquer, etc. Et puis vous encachez votre chèque et tout le monde est content, en fait, tout le monde. Mais en tout cas, ça s'arrête. Hein. Mais bien sûr, il ne faut pas aller, il faut pas se dire le juridique tout de suite. Ça, c'est dans tous les cas, c'est mortel. Surtout qu'il y a tout un tas de scénarios en fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'internautes, en tant que personne lambda, quand on entend qu'il y a une grosse société qui s'en prend à une petite personne, bizarrement, on a tendance à aller vers la petite personne. Est-ce que finalement, on se dit, elle n'est pas forcément en tort, ou en tout cas, on veut la défendre et on veut lui donner plus de voix. Il y a eu beaucoup d'autres exemples, avec notamment un blogueur qui avait justement repéré une mauvaise pratique d'Orangina et qui en avait fait un article en pointant du doigt l'agence qui était responsable. Et l'agence avait, encore une fois, intenté un procès. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils leur ont demandé de supprimer l'article. Le blogueur ne voulait pas. Donc, ils ont reçu une lettre de procès, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il en a parlé sur lui. On me donne un procès pour cet article. Et tous les blogueurs, moi y compris, en fait, on a fait un blog, enfin un article de son billet finalement. En fait, on a exporté son contenu et on l'a publié sur notre site. Pour dire, encore une fois, l'effet Flamby, vous vouliez supprimer cet article-là, maintenant il y en a 1000 qui circulent et qui sont les mêmes. Fait que là, c'était totalement ingérable. Et c'était cette notion aussi de liberté d'expression. Donc il y a tout un tas de thématiques, le sexisme, le racisme, la liberté d'expression. Dès que ça touche à ça, on se sent concerné, et finalement on monte au credo, et là, l'entreprise, elle peut se prendre les pieds dans le tapis. Alors attention, il y a toujours ces deux notions juridiques qui sont en conflit. La liberté d'expression et le droit à l'image. Barbara Streisand a droit à son image. Absolument.
c'est un droit imprescriptible. Mais le média a la liberté d'expression et l'individu, la personne, a la liberté d'expression. Quel est celui des deux droits qui gagne? Alors l'Internet a cette caractéristique que c'est un droit en gestation, c'est un droit en genèse. Aujourd'hui, on est en train de commencer à écrire du droit sur ce qui se passe sur Internet. Alors, il y en a un qui est énorme sur ce genre de sujet, c'est le droit à l'oubli. Aujourd'hui, l'Union européenne pousse Google à accepter que des gens ne soient pas d'accord avec ce que le moteur de recherche propose à l'internaute quand on met leur nom sur ce moteur de recherche. Le risque, aujourd'hui, est plus d'en demander l'effacement que d'en rester tranquille avec ce qu'on a. Parce qu'un grand nombre des objets qui émergent sur un moteur de recherche sont des objets de sites de médias. Et les médias vont se rendre compte que, tiens, on a fait effacer cette référence qui concernait telle personne. Alors le média va faire son boulot. Il va dire pourquoi telle personne a fait effacer de mon site la référence, qu'est-ce qui la gêne, où est le problème? Et tout d'un coup, ça devient une histoire. Alors, les règles sont très strictes. Google les applique d'ailleurs très 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 bien, je dois dire. Mais la montée en puissance de cette question de l'effacement, du droit à l'oubli, est un symptôme du fait que, alors contrairement au journal qu'on jette, rechercher dans les archives de journaux, c'est très compliqué. Aujourd'hui, vous mettez un truc sur un moteur de recherche et Google n'a pas de chronologie. Google ne met pas les choses en ordre chronologique ni en ordre d'importance. Ce qui émerge, émerge, point. Voilà. Et vous ne savez pas si c'est né hier matin, il y a 2 minutes ou il y a 10 ans. Ça vous livre le truc, parce que le truc est là. Bon. Alors ça, c'est très très perturbant, il faut faire très attention. Il y a des décisions qui se prennent sur des informations qui ont 10 ans, sans se rendre compte qu'elles ont 10 ans. Et en bourse, c'est quelquefois un peu gênant. Donc attention à ces questions de... On est dans la perspective d'améliorer ça. Google travaille aussi à l'amélioration de la chronologisation de ses contenus, mais on est loin d'avoir abouti à des règles de droit qui permettent que tout ça cohabite d'une façon à peu près civilisée. Très bien. Le temps passe et c'est important de vous donner la parole. Et je propose maintenant de poser vos questions, profiter de la présence de notre duo de choc pour obtenir des réponses claires. Donc voilà, levez la main qui veut poser une première question. Bonsoir, Fabien Eulial, je suis consultant en intelligence marketing et managériale dans le réseau Cadre Mission. On a parlé pas mal ce soir de community management et aussi de veille. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, avec la science marketing qui parle de plus en plus d'expérience utilisateur, expérience client, qu'il faut intégrer en amont de la production la communication dans le processus de chaîne de valeur. C'est-à-dire, on produit un service, un produit, mais il faut aussi qu'on pense comment on communique sur ce produit avant même de l'avoir lancé. Bah si, de toute façon, en fait, chaque action, chaque innovation doit être pensée aussi sur la manière dont elle va être interprétée par le consommateur. Donc bien entendu, en termes de produit, il faut le marketer avant de le vendre. Donc il faut le marketer en termes de communication, savoir comment on va pouvoir l'utiliser. Après, ça peut se faire au fil de l'eau, c'est-à-dire que quand on va commencer à penser marketing, on va essayer d'établir voilà, les objectifs, la cible, etc. Et une fois que le produit est lancé, en termes de communication, on va pouvoir là se poser la question comment, à cet instant T, je vais pouvoir faire en sorte que mon produit ait le maximum de visibilité à un instant T. Donc ça peut être de rebondir sur la culture web, ça peut être de parler simplement de ses valeurs ajoutées, d'utiliser du média, etc. Donc il y a différents leviers marketing qui utilisent. Après, voilà, c'est de savoir ce qui est pertinent par rapport à l'ADN de l'entreprise, ce qui respecte les qualités intrinsèques du produit, etc. Une autre question? Bonsoir, je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en 3e année en MSc Marketing Digital ici à Rennes. Et vous avez parlé des crises éphémères sur les réseaux sociaux, qui sont donc des choses qui arrivent un peu toutes seules et qui repartent toutes seules aussi. Est-ce que du coup la stratégie adoptée par les entreprises, ce serait pas plutôt d'attendre que ça se tasse naturellement
parce que souvent, comme vous l'avez expliqué, ça fait plus de mal de réagir que de bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à aller chercher par là? Là, encore une fois, tout dépend vraiment du bad buzz en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a différents exemples. Je prends un récent, par exemple. Encore une fois, je parle du site des motivateurs, qui est un site qui publie énormément de contenu. Je ne sais pas si vous suivez ce genre de site, mais en trending topic sur Twitter, il y avait, c'était pas spam ou comme des motivateurs, parce qu'on leur reprochait en fait de piquer les idées de droite à gauche. Et pendant toute la journée, pendant 2-3 jours, c'était en trending, donc le sujet est plus discuté sur Twitter, ils ont choisi de ne pas répondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, par moment, les bad buzz, en fait, c'est un peu des tempêtes dans des verres d'eau, et ils savent qu'un bad buzz va en chasser un autre. Donc, eux, ils ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de prendre la parole, puisque de toute façon, là, les gens allaient les critiquer envers et contre tout. Par contre, si c'est vraiment sur une plainte précise ou une faille d'un produit, là, c'est extrêmement important de réagir et de prendre la parole. J'ai parlé de Cuisinella ou autre. Quand à un moment donné, les gens se sont sentis blessés, on ne peut pas les laisser comme ça, en fait. Il faut... ça peut être le responsable qui va s'expliquer. Orange avait très bien réagi par rapport à sa panne. Je ne sais pas si vous êtes chez Orange. Moi, j'étais chez Orange, on avait une panne. On commence à se dire c'est la fin du monde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, au bout de 24-48 heures, ils ont fait une vidéo explicative, heure après heure, qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, j'étais tout seul dans mon salon, mais je me suis senti mieux. C'est bête, mais je me suis dit, ok, maintenant je sais ce qui s'est passé. Donc en fait, je pense que l'idée, c'est que la posture, elle va dépendre du problème en amont. Et ça peut être donc justement d'attendre un certain laps de temps, ça peut être de rebondir en faisant un jeu concours, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'apporter une solution et de ne pas laisser les gens sans réponse, puisque des gens sans réponse, c'est des gens qui vont garder des doutes, qui vont garder une mauvaise expérience et qui du coup peuvent être des mauvais prescripteurs aussi pour des prospects potentiels. Jean-Pierre ? Regardez tout. Évaluez le risque. Est-ce que ce qui est dit concerne votre cœur de métier? Si un bad buzz commence sur la qualité pour la santé des yaourts de Danone, soyez extraordinairement vigilants parce que santé, sécurité, alimentation, explosif. Cœur de métier de Danone, on fait des produits frais, bons pour la santé. Même chose si vous faites de l'expertise comptable. Est-ce que ça touche votre cœur de métier? Si votre cœur de métier est mis en cause, réagissez. Si c'est une polémique, n'y allez jamais. L'entreprise n'est pas bonne à la polémique, n'y allez pas. Troisièmement, est-ce que la question vous concerne vraiment vous, ou est-ce qu'elle est générique? Est-ce qu'elle concerne les yaourts Danone ou tous les yaourts? Ne vous achetez pas un problème qui ne vous appartient pas. Si Danone commence à réagir à des mises en doute des yaourts en général, Danone s'achète le problème. Danone tout d'un coup devient suspect, parce que si Danone réagit, c'est qu'ils ne se sentent pas bien. Bon. Donc, alors je prends Danone, excusez-moi, il n'y a rien de tel. Hein, bon. Mais c'est pas parce que vous êtes leader sur le marché que vous devez prendre tous les coups pour tous les acteurs de votre marché. Hein, bon. Donc regardez tout, évaluez votre risque, n'achetez pas des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Pour le reste, laissez filer. Et surtout, là on parle encore une fois de cas très médiatisés. Sur la plupart des cas où c'est simplement des gens qui se plaignent, etc., simplement répondez-leur. Faites votre travail, restez transparent, convivial, mais en fait, mettez-vous à leur place et comme si vous échangiez de visu finalement. En fait. Si quelqu'un vous dit j'ai testé votre produit, il ne marche pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir discrètement sans lui répondre? Non, vous allez lui dire bah, c'est quoi concrètement? On va regarder. C'est aussi simple que ça en fait, les réseaux sociaux, simplement la matérialisation sur le virtuel des demandes, des échanges. Donc après, c'est aux entreprises de jouer le jeu. Ça a l'air très simple, comme ça on fait comme dans la vraie vie. Super simple. Ah mais complètement, absolument. C'est pour ça que les smileys ont été inventés aussi. D'autres questions? Une autre question? Tout au fond, un peu d'exercice. Bonsoir. J'aurais juste voulu savoir si vous aviez en archive un exemple de bad buzz planifié qui aurait fonctionné. Pour rebondir sur l'actualité de Serra Interactive, par exemple, qui ont un buzz quand même très très mauvais et qui maintenant disent partout que c'était planifié. Ouais, c'était le tweet par rapport à au Fitadway, c'est ça? Tout ça, ouais. Ouais, après, on peut dire que c'était planifié. Ouais, voilà, mais alors, bon, ça évidemment, ça s'évente de lui. Mais oui, mais il y a eu le Mikado, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, Mikado a sorti avec son agence une opération, parce que Mikado, vous voyez très bien, avec du chocolat.
Et ils se sont dit, notre nouveau produit, le pitch de base, c'est on a un produit avec 8 fois plus de chocolat. Enfin, c'est le Mikado, mais full chocolat. Donc pour en faire la promotion, on va faire croire à tout le monde qu'on va sortir un Mikado, mais sans chocolat. Genre un bâtonnet sans rien. Donc ils ont fait des super belles créas. Ils ont sponsorisé un hashtag à 20 000 € la journée en disant Mikado Stick, le premier Mikado sans chocolat. Et c'était forcément voulu. Et en fait, ça les a complètement dépassés parce qu'il y a un autre hashtag, mais qui était celui-là naturel, qui a émané sur les réseaux sociaux, qui était un Mikado sans chocolat, c'est comme. Et là, les gens balançaient des idées, etc. Ce qui fait que finalement, en fait, ils se sont nourris de ça. Et après, tout le monde a dit, mais c'est sérieux, Mikado va faire un truc sans chocolat. Il faut voir leur créa parce qu'elles étaient vraiment bonnes. Et après, bien évidemment, on se dit, bah mince, non, en fait, ils sortent un Mikado full chocolat et c'était pour nous tromper. Donc il y a plein de manières, en fait, d'attirer l'attention comme ça. Il y avait même en Chine, c'est assez amusant, c'est que on sait très bien que nous, en tant qu'internautes, et surtout les gens dans le domaine du web, dès qu'il y a un faux pas, ça nous attire. On regarde, on dit, tiens, est-ce qu'ils ont fait une bourde ? Et il y a des gens qui le savent. Stromae, il l'avait fait très bien avec son clip formidable. On s'est dit, oh là, Stromae, il est au fond du gouffre. Et en fait, il nous a eu comme des bleus. On s'est fait avoir comme des bleus. Et du coup, il y avait un commerçant chinois. C'était le nouvel an chinois, je crois. Donc l'équivalent de premier jour de solde pour nous. Ils se sont dit, comment on va faire pour faire parler de nous, pour vendre beaucoup plus ? Et ben en fait, ils ont simulé un piratage de leur compte Twitter. C'est-à-dire que sur leur compte Twitter, qui comptait 800 000 abonnés, etc., followers, il y a eu des messages incompréhensibles qui étaient écrits, des choses bizarres, pas racistes ni rien, mais comme si on s'était fait pirater. Ce qui fait que tout le monde s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe sur ce compte ? Et donc du coup, ils ont laissé un petit peu la mayonnaise prendre, et le lendemain matin, donc à l'ouverture, on va dire des soldes, ils ont publié une vidéo où on voyait un petit chien qui rentrait dans l'agence et qui tapotait sur le clavier. Et ils ont communiqué en disant, désolé, on s'est fait hacker par le chien de l'agence. En fait, on s'est dit, bah mince, en fait, c'était prévu, et du coup, finalement, ils ont enregistré des chiffres records, parce que tout le monde ne parlait que d'eux à ce moment-là. Donc c'est des petites manières. Après, il faut le faire subtilement. Il y avait le côté blague carambar. Je sais pas si Carambar qui va supprimer ses blagues. Moi, je me suis un peu posé. Enfin, j'avais vu un peu le truc venir. Je me suis dit, c'est un peu gros. Mais n'empêche qu'on n'a jamais autant parlé de carambar. Enfin, on ne parlait pas de carambar sur les réseaux sociaux sinon. Donc c'est des stratégies qui marchent, mais ça doit être vraiment préparé en amont. Et il y a beaucoup aussi de gens qui font des faux pas et qui se préparent en disant c'était prévu. Le côté numéricable avec l'agence parisienne un peu sulfureuse qui était la fibre qui va aussi vite que votre femme qui change d'avis. C'était volontaire en fait pour faire agir les gens. Parce que si on dit quelque chose comme ça, les gens vont dire mais il peut pas dire ça. Et en fait vous vous en parlez entre vous. Et en fait le but aussi c'est que les gens en parlent. Et par moment il y a un juste équilibre entre savoir avoir le mot juste et faire en sorte que ça soit vecteur de viralité. Okay. Une dernière question avant de conclure. Vous parliez tout à l'heure de tout ce qui était les valeurs en général, tout ce qui était racisme, antisémitisme, etc. Au final, quand on voit du coup les bad buzz contrôlés de, par exemple, Numéricable ou même de plus récemment Rue du Commerce, même à d'autres secteurs qui ne vont pas être des marques, est-ce que finalement jouer sur les codes du politiquement incorrect, c'est pas aujourd'hui le seul ressort marketing pour vraiment sortir du lot et pouvoir briller sur la toile ? En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Internet, il y a tellement d'annonceurs qui veulent se faire remarquer qu'on est passé un peu dans la dictature du buzz, tout simplement. Je veux dire, même dans les grandes écoles de pub, etc., c'est du buzz marketing, il y a des cours de buzz marketing. Donc on apprend à faire le buzz. Donc c'est vrai qu'il y a différentes pratiques qui sont très insidieuses, parfois un peu fallacieuses, mais dans tous les cas, on peut très bien à un moment donné se dire, voilà, pour faire du buzz, je peux reprendre les codes de la culture Internet, ou alors je peux aller dans le politiquement incorrect. Seulement cette nuance-là, elle est très faible, parce qu'en fait, quand on part dans le politiquement incorrect, on part dans l'affect des gens. C'est-à-dire que moi, je peux faire une blague, elle peut faire rire une personne, elle va pas forcément faire rire la deuxième personne. Donc c'est devenir déjà un peu élitiste que de partir sur le politiquement incorrect, et c'est surtout si on part sur des sujets polémiques, là on rajoute une couche, puisque là ça devient vraiment un terrain glissant. Il y a beaucoup d'exemples sur le féminisme. Il y avait, je crois que c'était les stabilos, pour surligner, ils ont sorti un stabilo rose, ils ont dit voilà le stabilo pour les femmes. Pourquoi pas ? Alors ça a été un tollé général. Pourquoi le rose ça devrait être assimilé à des femmes, etc. Et en fait il y a tout un tas de sujets où en fait on n'est pas forcément prêts nous à être très ouverts. Je prends l'exemple d'Etam. Etam ils ont fait une campagne de pub sur les parents, les familles monoparentales. C'est-à-dire c'est plus que d'actualité. Eh ben non, les gens ont coincé, on dit c'est honteux de présenter deux femmes avec une enfant, et finalement ça a supplanté le message d'origine.
Donc c'est-à-dire que des fois, ça peut ne pas marcher. En fait, tout dépend de l'ADN, encore une fois, de l'entreprise, de aussi sa retranscription, sa communication sur le web. Il y a des marques qui sont, je prends l'exemple de Durex. Durex, ils sont réputés pour être super punchy, être super borderline, mais ça marche parce que c'est Durex. Si après, il y a une marque beaucoup plus conventionnelle qui le fait, on peut dire aussi que ça pose problème. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des marques qui se positionnent sur le marché ou en vrai d'une certaine manière et qui ont un positionnement totalement différent sur le web. Et en général, il faut trouver une certaine homogénéité entre les deux. Donc il y a des marques qui sont plus portées que d'autres. Et en termes de positionnement, même Abercrombie et Fitch, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça aussi, Abercrombie et Fitch, ils étaient dans le politiquement incorrect, mais sur leur positionnement. C'était d'emblée, nous c'est des vêtements, mais si t'es gros, t'es moche, tu les portes pas. C'était ça, hein, le credo de base. Donc c'était volontairement disruptif, sauf qu'à un moment donné, il y a eu des actions qui ont été menées. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était assez drôle, il y avait des blogs avec des filles qui ne rentraient pas forcément dans les tailles proposées, où il y a même un blogueur qui avait été jusqu'à acheter des produits, puisque lui il rentrait dans les codes. Et en fait, il a tourné une vidéo où il a donné les produits Abercrombie et Fitch à des SDF. Ce qui fait qu'en fait, il y avait une vidéo qui était partagée partout sur le web. Vous voyez des SDF qui étaient tout contents de porter leur suite Abercrombie et ils ne savaient même pas ce que c'était. Et il a montré, tiens, voilà, Abercrombie, c'est pour tout le monde. Et ça a été relié par tous. Et du coup, la marque s'est trouvée dépassée par ce côté politiquement incorrect qui leur a échappé. Et pour le coup, ça a été une des rares crises où ça a vraiment eu un impact sur l'aspect financier, puisque les ventes ont vraiment chuté. D'ailleurs, le directeur, on lui a indiqué le chemin de la sortie. Ça nous ramène en fait à cette synthèse où il est noté qu'effectivement, en dernier point, l'impact du bad buzz sur le CA reste très limité, mais il y a quelques cas quand même qui prouvent le contraire. Le moment est venu de conclure. À travers de tout ce qui s'est dit, est-ce que, Jean-Pierre, vous auriez un mot pour cette fin de conférence ? Non, parce qu'on ne conclut pas. On va plutôt ouvrir. Tout cela se banalise vitesse grand V. Le facteur de banalisation de tous ces mécanismes et de toutes ces pratiques, c'est le changement de génération. Les digital natives deviennent adultes. Les non-natives sont appelés à disparaître. Donc il n'y aura plus de différence. Le monde va devenir un monde de digital natives, donc cette catégorie va disparaître par nature, puisque elle sera la population. Il faut accompagner évidemment ce changement démographique, mais on ne l'accélérera pas et on ne le ralentira pas. Une génération, c'est 25 ans. On change une caractéristique du fonctionnement de nos sociétés, une vraie caractéristique du fonctionnement de nos sociétés, une fois tous les 25 ans. Et la génération qui est aujourd'hui, la génération qui est née en 1995, année du début de la généralisation de l'Internet, elle a aujourd'hui 20 ans, pile. Le discours d'Al Gore à Bruxelles sur les autoroutes de l'information, qui décrivait assez bien ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est mars 1995. Donc il y a 20 ans, c'était l'acte de naissance du monde dans lequel nous sommes, qui était né bien avant avec ARPANET, bien entendu. Mais l'Internet pour tout le monde commence à ce moment-là. Les gens qui avaient déjà 25 ans en 1995, ils ont 45 ans. Les gens qui, comme moi, je m'en souviens, avaient déjà 50 ans en 1995, ils sont en train de sortir du jeu. Mais les constantes sont des constantes. Et quand vous parlez de jouer avec les valeurs de la société, etc., retournez voir Théophraste Renaudot, regardez ce que le bad buzz de la société estudiantine parisienne à la Sorbonne avec Robert de Sorbon a fait à Saint-Louis dans les années 1250, et notamment à sa mère, Blanche de Castille. Le bad buzz sur Blanche de Castille et Saint-Louis a été quelque chose d'absolument extraordinaire dans le petit monde médiatique de l'époque. Donc, les fondements du fonctionnement de nos sociétés ne changent pas. Ce qui change, ce sont les échelles de temps et d'espace. Mais sans ça,
lisez les bons auteurs, et il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Après, on est capable d'intégrer ce qui se passe pour en faire quelque chose. L'avenir est devant, toujours. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et Ronan, peut-être sur le dernier point, sur les 6 leçons, en fait. Ouais, Anne. alors je vais aller vite, mais moi, tout simplement, c'est de dire qu'en fait, Internet, ça s'est tellement démocratisé que maintenant, on le voit avec les premiers bad buzz, qui étaient des choses très marginales, finalement. En fait, pourquoi il y a de plus en plus de bad buzz? Et d'ailleurs, je vous envoie vers... Il y a des études, il y a un outil qui s'appelle VisiBrain qui a publié une étude sur tous les bad buzz en 2014 qui est très intéressante. Finalement, on voit que cette démocratisation et cette banalisation des bad buzz, c'est aussi en fonction des mauvaises pratiques. Parce qu'on veut tellement émaner, comme on posait la question, que du coup, on fait des choses... je me sens seul. on fait des choses, finalement, qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. Et je prends l'exemple... donc voilà, on peut saluer... Voilà, Jean-Pierre va prendre un train, donc on avait déjà parlé de 20h30. Il y a son chauffeur qui c'est quand même la classe de partir comme ça. De ne pas partir comme une petite souris comme ça. Oui, il doit prendre son train. Et donc, voilà, donc je disais, oui, voilà, il y a des choses qui sont banalisées. Pour en revenir, il y a des marques qui communiquent sur des choses qui sont... Posez-vous la question, par exemple, quand les 3 Suisses reprennent le logo « Je suis Charlie » pour en faire une version « Les 3 Suisses », est-ce que c'est vraiment pertinent? Quand l'association des taxis de Paris publie une photo avec des Uber en disant « C'est eux les terroristes » avec hashtag Koulibaly pendant la prise d'otage, voilà, à un moment donné, il faut simplement faire preuve de bon sens. American Apparel avait fait pareil quand il y a eu un ouragan aux États-Unis, personne ne pouvait sortir. Ils se sont dit, tiens, on va poster un post, moins 20%, vu que vous ne pouvez pas sortir, achetez sur notre site. Donc, à un moment donné, en fait, c'est ce genre de pratique. Et quand on regarde dans les études, on voit que la majorité des bad buzz, c'est des erreurs de communication. En fait, on veut tellement émaner que du coup, on fait des choses qui sont plus forcément pertinentes. Donc, moi, simplement, prenez du recul par rapport à ça. Et nous, dans les agences, l'agence avec laquelle je travaille, nous on fait principalement du RTM pour émaner. C'est-à-dire qu'au-delà des opérations avec des gros budgets, le RTM c'est le real-time marketing, ça veut dire qu'en fait on rebondit sur les actualités, mais à un moment donné il faut savoir lesquelles. On rebondit pas pour rebondir, s'il y a une actualité où on peut rebondir avec un trait d'humour subtil, mais tout en restant quand même dans le politiquement correct, là ça peut émaner. Encore une fois, je parlais de Durex, mais il y a Curly, il y a Oasis qui est la référence, mais qui le font vraiment très très bien. Mais il y en a d'autres qui, voilà, comme qu'on a mentionné, le font. Voilà. On peut même les trouver dans le bouquin que tu as co-rédigé et qui est en vente près du lieu où nous vous invitons à venir prendre l'apéritif. Donc le bouquin de Ronan y sera. Vous aurez tout, vous voyez, tout. Il est absolument intarissable sur les exemples, en l'occurrence de buzz et de bad buzz. Donc moi je vous invite, voilà. si tu as dit le mot de la fin. Oui, j'ai dit le mot de la fin, je rassure. Faites preuve de bon sens. Vous n'avez pas besoin d'un bouquin pour ça. Moi j'en ai écrit en l'occurrence, mais du bon sens, de la transparence, du dialogue, de l'écoute. Et voilà, ce qu'on fait globalement dans la communication, c'est pas parce qu'on fait de la communication virtuelle que les échanges réels doivent se tenir. Merci à vous pour votre présence.